Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle a déjà été téléchargée plus de 1000 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode après les épisodes de l'été que j'avais enregistrés vraiment à la suite. Donc j'ai l'impression que ça fait des semaines que je me suis pas mis derrière ce micro et effectivement on n'en est pas loin. Ça fait au moins 3 semaines que je me suis pas mis derrière ce micro. Enfin, je m'y suis mis pour vous enregistrer la formation Bourse Exponentielle qui sort cette semaine, mais pas pour vous faire des podcasts. Donc c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et on ne va pas déroger à la tradition. Je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite aux 2 derniers podcasts, du coup. Donc un grand merci à Max, Anthony, Ben, Marion, Anthony, Victor, Olivier, Vincent, Alpha, Vincent, Elopasque, David, Anthony, Michael, Olivier, Clément, Seb et Robin. Merci à vous tous d'avoir été fidèles cet été. On a fait un peu moins d'écoute cet été, mais c'est normal aussi, les gens sont un petit peu moins sur les plateformes de podcast. Et je vois que sur mes autres contenus, sur les Gentlemen Investisseurs ou déjà sur Nouveau Départ, les contenus qui sont sortis en septembre, ça recartonne déjà. Donc, merci à vous d'être là. Nous sommes 5311 sur la chaîne YouTube. Ça monte petit à petit et on arrive à 462 notes sur Apple Podcast. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu cet été. 5 notes de plus et 3 commentaires. Donc, un grand merci à Arnaud, Dugarry et Vicky pour vos messages 5 étoiles, vos gentils messages que j'ai lus avec une grande attention. Donc, ça me fait très, très plaisir. Et merci de vous abonner, de commenter. J'ai l'impression que je le dis pas assez, mais ça m'aide vraiment à faire connaître ce podcast. Une vie de liberté va fêter ses 5 ans au mois d'octobre. Déjà, j'ai du mal à y croire. C'est incroyable. Donc voilà, vous le voyez, ça, c'est un podcast, c'est de longue haleine. On a une très très belle communauté sur ce podcast. Mais voilà, j'ai toujours besoin de vous pour me faire connaître le podcast, même après 5 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à mettre des commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. C'est vraiment ce qui aide à faire connaître ce podcast. Et je vous rappelle que si vous avez envie de me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte Une vie de liberté, où je paye tous les mois la petite étoile bleue pour que vous arrêtiez de vous faire pirater. Donc n'hésitez pas. Et on va attaquer tout de suite par la rubrique news, parce que des news, j'en ai plein. Là, on ne s'est pas vu de l'été, donc on va prendre le temps. Je vous préviens, dans ce podcast, je ne sais pas pour l'instant, j'ai toutes mes notes, mais je pense qu'il devrait être long. On risque de passer un petit moment ensemble cette semaine. Donc, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que voilà, ça y est, c'est la rentrée du podcast. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que vous avez bien rechargé les batteries. Pour ma part, j'ai passé des vacances exceptionnelles. Chaque année, c'est des bonnes vacances au mois d'août. Mais comme aujourd'hui que je suis libre, j'en prends un peu plus souvent, que ce soit des vacances perso ou des voyages vacances avec les Gentlemen Investisseurs. Les 5 semaines réglementaires ne me suffiraient pas parce que je suis au moins à 13 semaines par an. Donc, quand on prend plus de vacances, on attend toujours un peu moins des vacances du mois d'août, qui pour moi avant étaient les sacro-saintes vacances d'été, qui étaient vraiment hyper importante pour moi, et j'en attendais
je dis pas que j'en attendais pas grand-chose, mais voilà, je me disais, on verra comment ça se passe. Et bon, bien sûr, je suis allé à Miami, c'était exceptionnel, je vous l'ai raconté dans le podcast. Mais sinon, on a passé des vacances toutes simples en famille et elles étaient parfaites, elles étaient incroyables. Donc voilà, à la fois des vacances quand même bien occupées, mais aussi douces et reposantes en famille, avec les enfants. Donc j'espère que vous avez passé d'aussi bonnes vacances que moi et que vous êtes prêts à repartir à fond dans vos objectifs. Et nous, en termes d'objectifs, ça c'est la deuxième news, c'est qu'on vous prépare une année de zinzin, comme dirait l'autre. On a prévu énormément de choses, on va voir si on arrive à tout faire. Donc comme vous le savez, on a retiré pas mal d'événements pour avoir une année un peu moins chargée. On a enlevé 3 parenthèses indépendance quand même. Avant, on en faisait 4 par an. Là, on n'en fait plus qu'une. Mon coaching intensif Nouveau Départ avec Fab, le coaching 100% PNL, on en faisait 3 par an, on n'en fait plus que 2. Donc l'idée, c'était d'avoir une année moins chargée pour nous, tout simplement parce que, je crois que je vous l'avais bien dit dans ce podcast, mais on va dire l'année de mi-2020, enfin de tout 2023 jusqu'à mi-2024, c'était vraiment speed. Et voilà, la liberté, c'est pas non plus pour... On a toujours tendance, quand on est plus libre, à rajouter des trucs qu'on kiffe. Et chaque événement indépendamment, pris indépendamment, je kiffe trop, mais tout mis en même temps, ça faisait beaucoup. Donc, au final, on aura un peu moins de mastermind où on bosse, comme la parenthèse ou comme le coaching intensif, et un peu plus de voyages entre investisseurs, puisqu'on en a rajouté un. On vous en parle dans les Gentlemen Investisseurs. On fera peut-être ou du kitesurf, si ça vous dit, ou de la moto enduro. Voilà, la moto enduro est un petit peu plus compliquée à organiser. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sûr d'avoir au moins 15 à 20 personnes. Donc voilà, mais ça va être génial. On a aussi prévu des événements inédits qu'on n'a jamais fait. Un événement où on bosse inédit qui va arriver au mois de janvier. Je vous en parlerai vraiment bientôt. Et pareil, on a des formations en préparation, que ce soit tout seul. Donc là, comme Bourse Exponentielle qui sort cette semaine, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai encore une autre formation que je devrais vous sortir tout seul, sur laquelle je suis en train de travailler. Il y aura des formations avec Yann, il y aura des formations avec Fabien. Il y aura des formations avec des guests, un peu comme on avait fait avec Mbarek sur sa formation pour investir dans les logements sociaux. Voilà, vous allez voir, on vous prépare plein de trucs, des trucs qui n'ont jamais été faits. C'est pas de la ressucée, c'est des trucs nouveaux. Donc, on a vraiment, vraiment hâte. Et ça sera aussi du contenu peut-être pour les gens un peu plus avancés. Voilà, des gens qui attendent des stratégies un peu plus avancées de notre part. Donc, on bosse là-dessus. Ça va être une super année. Vous allez voir, je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette. Un petit point sur les mastermind moto des Gentlemen Investisseurs. Donc, ça sera en Sardaigne du 22 au 28 septembre. Là, ça y est, hein. Si vous voulez venir, c'est dernier carat. Là, on ne peut pas faire plus short notice. On part dans 15 jours au moment où vous écoutez ce podcast. Donc, c'est la dernière ligne droite. Hein. Et d'ailleurs, le prochain épisode du podcast, Une vie de liberté, il sortira quand on sera en Sardaigne. Donc, il reste 2 places. Si vous avez envie de vous joindre à nous, c'est de la dernière minute. Il y a encore de la place dans le ferry, il y a encore de la place à l'hôtel avec nous. Partir en Sardaigne entre investisseurs, 1 semaine pour décompresser. Il suffit juste d'avoir une moto, enfin en tout cas d'avoir le permis moto. Et après, vous louez une moto sur place, ou vous louez une moto en France, ou vous empruntez une moto à un pote. Mais voilà, venez nous rejoindre. C'est vrai qu'il reste 2 places. On n'est pas complet sur ce mastermind. J'aurais bien aimé qu'on soit complet. Je sais que ça fait short notice, mais si vous avez envie de prendre des vacances alors qu'on vient à peine de rattaquer, je pense que vous avez raison. Hein. Après 2-3 semaines de boulot, il faut déjà commencer à se reposer un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Franchement, ça sera vraiment chouette. Et la parenthèse indépendance numéro 7, donc elle aura lieu du 7 au 9 octobre. Je vous le disais juste maintenant, on n'en fait plus qu'une seule par an. Donc, elle est dans 1 mois, tout pile, au moment où vous écoutez ce podcast. Et il reste seulement 2 places. Donc voilà, si vous avez envie de venir travailler sur vos investissements avec la team GI, avec Yann, avec Fabien, avec Ben, pendant 3 jours, en Auvergne-Rhône-Alpes, chez nous, dans le petit chalet de chez Mamie, on sera ravis pour avoir une promo au complet. Il ne reste plus que 2 places, donc ou une double place pour un couple, ou pour 2 personnes seules. Donc franchement, si vous avez envie de bosser, de partir avec une feuille de route pour l'année, je vous invite vraiment à vous inscrire, même si c'est dans 1 mois, si ça fait un peu short. Mais la prochaine édition, ça sera qu'au mois d'octobre de l'année prochaine. Autre news, je serai au séminaire de Nico Popovic, juste avant la parenthèse indépendance. Ce sera à Nîmes le 5 octobre.
Donc voilà, Nico m'a invité à son séminaire. Nico, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, que vous connaissez sûrement pour son podcast, qu'il anime depuis encore plus longtemps que moi. Donc voilà, je suis très content qu'il m'ait invité à ce séminaire. Je vais rencontrer des gens que j'ai jamais vus. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure aussi dans les intervenants. Et puis ça va être une chouette sortie de zone de confort, puisque Nico ne veut pas de slides pour ses présentations, pas de PowerPoint, rien du tout derrière, aucun support. Donc ce sera 20 minutes sur la division foncière, sur mon métier de marchand de biens et plus particulièrement sur la division foncière, suivi de 20 minutes de questions. Donc voilà, sans slide, sans rien, en mode TEDx, mais je vais relever le défi. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de participer, j'ai pas de lien, j'ai rien du tout, j'ai pas d'affiliation, j'ai que dalle. Nico, vous le trouverez sur sa chaîne YouTube, vous cliquerez sur le lien dans la description, je suis sûr que vous trouverez les places. Donc voilà, en tout cas, j'y serai. Qu'est-ce que je voulais vous dire dans ces news ? Oui, je sens que le marchand de biens repart enfin, puisque c'est pas un secret, hein, je vous en ai beaucoup parlé sur les gentlemen investisseurs, un peu moins sur Une vie de liberté, parce que c'est pas que le propos du podcast, mais l'investissement, ça fait des vagues. C'est le cas en bourse, c'est le cas en immobilier et c'est le cas en marchand de biens. Et moi, quand j'ai démarré vraiment le marchand de biens, j'ai fait une première OP en 2018. Après, j'ai démarré à plein temps en 2019 pour vraiment avoir ça comme activité principale. Après, je pensais pas que la création de contenu prendrait autant de place dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est toujours une de mes sources de revenus principales, le marchand de biens. C'est peut-être pas ce qui m'occupe le plus, finalement, parce que je dois y consacrer peut-être 2 jours par semaine, on va dire. Mais c'est, en termes de rémunération, c'est ce qui me payait le plus. En tout cas, jusqu'à la mi-2023, on va dire, puisque l'année qu'on vient de passer, on va même dire de début 2023 jusqu'à mi-2024, c'était vraiment pas drôle. Hein. Pour tous ceux qui font du marchand de biens, vous l'avez sûrement vécu, et tous ceux qui font de l'immobilier aussi, la remontée des taux a été assez violente. Nous, on avait encore 2 lots en stock. J'avais quand même senti venir le truc et j'avais anticipé en mettant des prix un peu plus bas, en réduisant nos marges pour être sûr que ça passe. Donc, il y a 2 lots qu'on a réussi à signer. Pour l'instant, ils ne sont pas vendus, mais en tout cas, ils sont en signature. Je crois qu'il y en a un qu'on vend dans 1 mois et l'autre, il y a un dépôt de permis. Donc, ce sera un peu plus long. Ça sera sûrement dans 4 mois. Mais voilà, en tout cas, tout mon stock est signé. Donc, on a passé le truc. Et l'année dernière, j'ai remarqué que forcément, l'immobilier neuf, c'était vraiment très compliqué. Même si on a réussi à vendre un appartement neuf à un super, super prix. Donc là, j'étais assez content. Mais le neuf était très compliqué. Par contre, l'immobilier, l'ancien, sur les petites surfaces, fonctionnait bien. Donc, on a fait une très belle OP l'année dernière sur de l'ancien, de la petite surface. Et si le foncier, c'est encore un peu compliqué, les ventes de terrain en foncier, on signe au moment où je vous parle, demain, au moment où j'enregistre, mais au moment où vous écouterez ce podcast, ça sera fait, on signe une très belle OP en foncier où on a du foncier à un prix qui défie vraiment toute concurrence et une marge exceptionnelle. Donc, ça nous permettra d'ajuster les prix si besoin. Puis encore une fois, c'est une opération. Le foncier, c'est assez long. Hein. Pour obtenir les permis, c'est des terrains que j'ai commercialisés peut-être seulement dans 9 mois à 1 an. Donc, le marché aura le temps de repartir. Mais la construction souffre encore en ce moment. Par contre, on est sur des OP dans l'ancien, division de bâti ancien. Et quand on propose des petits prix, ça fonctionne encore pas mal. Donc, je sens que ça repart. Voilà. Tous nos derniers lots, ils sont sous compromis. On en a encore vendu en début d'année. Donc, on est assez content. On avance. Donc, voilà, on repart en visite. Il y a pas mal d'offres, il y a pas mal de négos. Et moi, j'ai l'impression qu'on s'oriente vers une reprise. Et surtout, et ça, c'est malheureux, mais j'ai beaucoup moins de concurrence qu'il y a 2 ans. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui se sont cassés les dents et qui sont en mode « on ne m'y reprendra plus », qui ont perdu de l'argent. En tout cas, c'est les échos que j'ai. Donc, ça veut dire opportunité. Donc voilà, faut pas lâcher. Pour tous ceux qui veulent faire du marchand, soyez encore prudents. Hein, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'oriente vraiment vers une reprise. J'ai plein de trucs à vous dire. J'ai plein de trucs à vous dire cette semaine. Dans les news, nos futurs bureaux, ça y est, le premier coup de pelleteuse a eu lieu. Donc, vous verrez ça bientôt sur le vlog. Donc, c'est un bâtiment artisanal de 600 mètres carrés qu'on fait construire avec 3 cellules de 200 mètres carrés. Il y a 2 cellules qui sont destinées à la loc et il y en a la dernière qui est aussi à la loc, mais on va se la louer à une autre de nos sociétés puisqu'on va faire nos bureaux dans
dans ce bâtiment. On va avoir 5 fois plus grande surface. Enfin, ça va être super bien. On pourra recevoir aussi du monde. On pourra organiser des apéros IMO. On pourra organiser nos séminaires. Ça sera aussi un lieu de rencontre avec vous. Donc, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. J'ai eu la première réunion de chantier. On a mis le premier coup de pelle. Là, on attend on a un bâtiment à démolir, donc on attend qu'Enedis nous déconnecte les compteurs. C'est très long, bien entendu, pour faire la démolition, mais c'est toutes des choses qu'on va vous filmer et que vous verrez bientôt dans les vlogs. Et j'ai encore 2 petites choses à vous dire. Le coaching intensif Nouveau Départ. Donc, vous le savez, aujourd'hui, on n'en fait plus que 2 par an. Et celui des 21 et 22 novembre est complet. Donc, encore une fois, merci beaucoup à vous de votre confiance pour ces coachings 100% PNL. Là, on sort du cadre de l'investissement et c'est des coachings pour apprendre à mieux se connaître et pour aller mieux et être libre dans sa tête. C'est ce que j'ai fait, moi, il y a 3 ans, quand j'ai rencontré vraiment Fabien, que c'est devenu mon ami, qu'on a décidé de créer Nouveau Départ. De former notre amie Sylvie au coaching PNL. Et Nouveau Départ, ça cartonne. Que ce soit sur la confiance que vous accordez en Sylvie, la confiance que vous accordez à Fab et moi sur les coachings intensifs, sur les formations. Je suis très très fier de ce qu'on fait sur Nouveau Départ. Je vous remercie infiniment. Et il y aura une prochaine date, donc qui sera au mois de juin 2025. Je sais que ça fait loin, mais je vous la communiquerai bientôt. On prend que 10 places à chaque fois, donc ça va assez vite. Et pour tous ceux qui sont déçus, qui n'ont pas pu avoir de place pour ce coaching intensif, autant quand c'est de l'investissement, on prend son mal en patience. Autant quand c'est vraiment du dev perso, je sais à quel point ça peut faire souffrir parfois quand on n'est pas très heureux et que c'est compliqué de trouver de la joie et de trouver du sens dans ce qu'on fait. Je vous communiquerai les dates très prochainement. Et la dernière news, c'est un gros événement pour moi, donc on va prendre quand même un peu de temps. C'est la sortie de ma nouvelle formation Bourse Exponentielle. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir parce que c'est la suite, c'est la refonte de ma formation ETF. C'est une formation où je suis tout seul, pour le coup, derrière la caméra. Cette fois-ci, je vais être tout seul pour vous parler de bourse. Et la formation ETF, elle allait fêter ses 4 ans. Et je pense qu'elle avait besoin d'une bonne petite refonte. La bourse, c'est un investissement qui a changé littéralement ma vie. J'ai cette première formation, je vous le disais, elle a presque 4 ans. C'est la formation best-seller aujourd'hui. C'est celle qu'on a le plus vendue de toutes les formations, celle qui a eu le plus de succès. Et cet été, j'avais un petit peu de temps et c'était déjà dans les tuyaux que je refasse la formation. J'avais prévu de la refaire à l'automne parce qu'elle commençait un petit peu à vieillir, surtout sur la forme, et en tout cas puisque je l'avais enregistré à l'époque avec mon ancien téléphone, j'avais pas de micro, c'est pas à la hauteur du contenu qu'on produit en ce moment. Et la formation à 4 ans, pour les gens qui l'apprennent, quand ils voient les podcasts d'une vie de liberté, comme c'est tourné, personne m'a jamais fait la réflexion, ceci dit, mais je pense que les gens sont un peu déçus de la forme. Par contre, le fond était toujours bien. Mais je l'ai repris ces vacances, la formation, je l'ai regardée en entier. Elle durait 1h40 et je me suis rendu compte, avec le recul, de tout ce qui manquait dans la formation en termes de pédagogie. J'avais voulu simplifier les choses, mais j'allais quand même un peu trop vite pour moi, avec du recul. Et du coup, j'ai pris le parti de rebosser sur la formation. Et en fait, je suis reparti d'une feuille blanche de 0. J'ai noté 29 pages de notes en police 12 sur mon Mac. Et du coup, j'étais prêt. Et en fait, j'ai pris le parti de la retourner complètement. Donc, j'ai retourné la formation le 19 août, cet été, au milieu de mes vacances, parce que j'étais vraiment motivé. Et on passe de 1h40 de contenu à quasiment 4 heures. Alors aujourd'hui, pour être parfaitement transparent, Luc est en train de finaliser le montage, mais on avait plus de 4h30 de rush et j'ai pas beaucoup de déchets. Donc, on doit arriver à autour de 4 heures de contenu. Et j'ai vraiment ajouté énormément de choses. Il y a une grosse partie de pédagogie sur les marchés financiers. J'ai essayé de vraiment vulgariser les choses pour vous permettre de tenir la méthode dans le temps. J'ai vraiment insisté sur tout l'aspect psychologique qu'il y a sur la méthode. Et du coup, on ne se limite pas aux ETF. Je balaye vraiment toutes les méthodes d'investissement en bourse. Et vous allez voir qu'on va ouvrir dans cette formation beaucoup de portes parce que c'est important d'ouvrir ces portes-là. Et pour la plupart, les refermer une bonne fois pour toutes, parce que selon moi et selon toutes les études que j'ai épluchées, elles ne sont pas
aussi efficace en tout cas que les ETF. Et cette formation, du coup, elle vous donnera tout le savoir qu'il faut pour répondre à votre banquier, à un CGP ou à n'importe qui vous proposera du trading ou des actions à dividendes pour leur clouer le bec, du coup. Et je suis très fier de cette formation parce que j'ai pu passer tous les messages que je voulais. Et pour moi, c'est vraiment la formation ultime pour ne plus dépendre de conseillers financiers et pour reprendre son indépendance et donc son avenir financier en main. Et vous verrez d'ailleurs, parce que ça m'a inspiré le sujet de la semaine, et je pense que cette semaine, vous allez voir, on va rigoler dans le podcast. Et donc voilà, encore une formation qui est vraiment complète. La méthode en soi n'a pas changé, mais je l'ai encore simplifiée parce que j'ai trouvé que dans la précédente formation, j'ai presque un peu trop compliqué les choses alors que ça doit être encore plus simple. Et j'ai surtout insisté sur tout l'aspect psychologie. Je reviens sur tout mon parcours en bourse, toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Il y a un gros module là-dessus pour que vous évitez ça et que vous n'arrêtiez pas votre DCA comme j'ai pu le faire à l'époque. Et ça, je pense que ça vous aidera aussi énormément. Je réponds aussi à beaucoup de questions qui me sont les plus souvent posées. Je vous montre même comment concrètement acheter un ETF. Je filme mon écran. Donc, vous avez vraiment tout. Et encore une fois, j'ai voulu garder un prix vraiment raisonnable pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Alors, la formation, elle est 2,5 fois plus longue. Elle est niveau pédagogie, forcément, j'ai 4 ans de contenu en plus dans les pattes. Alors, heureusement que je me suis amélioré, je pense que je fais encore mieux passer mon message. Mais voilà, elle était à 139 € l'ancienne, je ne voulais pas multiplier le prix par 2,5 non plus, je voulais garder un prix raisonnable. Donc toute l'année, elle sera à 247 € cette formation. Et pour le lancement, je fais moins 20%. Donc toute la semaine, là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir, elle sera à 199 €. Voilà. Donc il n'y a pas de code promo, vous allez sur la formation, elle sera directement à 199 €, comme ça personne ne se trompe. Parce que j'ai des gens parfois qui oublient le code promo, qui sont déçus parce que il y a quand même 50 € de différence. Et si jamais aussi vous n'avez pas ouvert votre PEA ou vous n'avez pas ouvert votre assurance vie, qui sont des éléments importants de la méthode, ou même votre compte titre parfois, je vous donne tous les liens. Tous mes liens de parrainage aussi qui vous permettent de récupérer souvent entre 80 et 100 balles. Donc c'est quand même assez intéressant. Encore voilà, c'est une formation qui est orientée 100% passage à l'action. Après la formation, vous saurez vraiment quoi faire, vous saurez comment investir. Et ça, pour toute la vie, voilà, c'est 200 € pour savoir comment faire pour une méthode d'investissement que vous pouvez tenir toute votre vie. Donc voilà, merci encore aussi à vous de m'avoir inspiré tout ça parce que je suis vraiment heureux de cette sortie et je ne me rendais pas compte comme les crises qu'on a pu vivre, comme la crise d'avril 2020. J'arrête de dire le mot parce que paraît-il que ça fait sauter les vidéos, c'est le référencement des vidéos. Mais voilà, comme la crise qu'on a connue en mars-avril 2020, je vous fais pas de dessin, ou même la crise de début 2022, comme elles ont pu m'aider à affiner ma psychologie et à voir à quel point je me connaissais bien finalement, parce que c'est des crises que j'ai très bien traversées. Mais contrairement à certaines crises qu'on a eues avant, des petites, mais que j'ai moins bien traversées parce que je me connaissais peut-être moins bien, je connaissais moins ma psychologie. Donc voilà, je suis aussi ravi de ce que les 4 ans de plus d'investissement en bourse que j'ai vécu ont pu me permettre de rajouter dans cette formation. Donc je suis très heureux de cette sortie. Vous avez tous les liens dans la description, sur mon Insta. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'en ai fini avec les news. Et je vous propose qu'on revienne sur les 2 podcasts, du coup, de la dernière quinzaine, et même un petit peu sur le podcast que j'avais tourné sur mon voyage à Miami sur Booba. J'ai quelques messages. Donc encore une fois, merci d'avoir joué le jeu aussi pour les Allo Tonton et de m'avoir bombardé comme ça de questions pour l'été. Ça a permis de faire du bon contenu qui vous a beaucoup plu. Donc merci encore à vous. On a un premier message d'Arnaud qui nous dit « Salut Tony, pour le podcast de Booba, encore un podcast que j'écoutais avec un grand intérêt. J'adore les States pour toutes les choses que tu as évoquées, même si je pense que Miami, comme New York par exemple, sont des microcosmes loin de la vraie Amérique plus dure. Je pense aussi. Mais c'est prévu, tu vois, d'aller visiter le reste des États-Unis. J'ai vraiment envie de continuer de découvrir ce pays. Et Arnaud nous dit, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu là-bas. Sacré voyage. Et puis cette rencontre avec Booba qui montre encore une fois que les bonnes personnes sont faites pour se rencontrer. Voyage père-fille, je le fais régulièrement avec mes 2 grandes. C'est un moment privilégié à bénir. Maintenant, il va falloir que j'écoute le Duc dont je ne connais pas la musique. Alors, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus, enfin plein, assez rapidement, mais ce qui est rigolo, c'est il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, et vous savez que c'est une rencontre à laquelle je repense vraiment souvent, où je me dis,
quand j'écoute Booba ce matin, par exemple, en venant au bureau pour tourner ce podcast, j'écoutais une chanson de Booba dans la voiture. Je me disais, quand tu penses que tu l'as rencontré comme ça sur un parking où il y avait absolument, mis à part le fait d'être à Miami Beach, bien entendu, mais il y avait absolument rien qui devait faire en sorte que je le rencontre ce jour-là. Et c'est un beau cadeau de la vie. Je le prends vraiment comme un cadeau. C'était fantastique. Et voilà, merci à toi en tout cas. Si les bonnes personnes sont faites pour se rencontrer, et tu nous dis, faut que j'écoute le Duc dont je ne connais pas la musique. Vous êtes nombreux ça vous a inspiré, ça vous a donné envie d'écouter Booba. Donc j'ai fait une petite playlist de mes chansons préférées, en tout cas celles qui le représentent le plus et celles qui m'inspirent le plus, en fait, qui m'ont le plus donné envie de tout défoncer, quoi, d'aller chercher vraiment les choses que je veux, les choses que je voulais avoir dans ma vie et les choses que je suis encore en train d'aller chercher. Donc, si ça vous motive, dites-le moi en commentaire, je vous passerai ma petite playlist. Et je voulais insister encore une fois sur les voyages père-fille, où pour moi, ou en tout cas père-fille ou père-fils, hein, mais de passer du temps avec parfois un seul de ses enfants. Bien sûr, les deux, c'est génial. À quel point c'est chouette et à quel point on noue des bonnes relations. Et je vous le disais, ces vacances, c'était des vacances douces parce qu'on n'a pas prévu des trucs de dingue, on n'a pas fait des trucs tous les jours. C'était des vacances autour de la piscine, avec de la lecture, avec des balades et voilà, juste vivre des choses comme ça, sans parler de faire des trucs dingues, c'était absolument génial, quoi. Donc voilà, je vous encourage à continuer à passer du temps avec vos enfants. Et on va revenir maintenant sur les Allô Tonton avec un message de Vincent. Vincent qui me dit « Merci pour tes conseils et partages, toujours au top. Il faut bien avouer que le début de la route est compliqué, surtout en immobilier. On se challenge, on fait des erreurs, on les paye, le stress, les coups de mou, les locataires difficiles. Perso, je me demande souvent si j'agis bien et je manque très souvent de confiance en moi. Même si je suis fier du chemin parcouru, c'est quand même difficile par moments. Résilience, résilience, résilience. Je pense souvent à toi, tonton, et à Hassan, le pro de l'IMO, qui dit « J'ai mis 10-12 ans à devenir riche du jour au lendemain. » Il faut arrêter avec les rêves. 10-12 ans, c'est long, mais c'est le prix à payer, je pense. Alors courage à la communauté. On y arrivera seulement si on lâche rien. Donc merci à toi pour ton message, Vincent. On sent que parfois, effectivement, dans ton message, ça a été difficile. Je mets un petit peu de nuance dans ton message parce que c'est sûr que moi, en tout cas, mon patrimoine, je l'ai vraiment conçu en mode no pain, no gain, tu vois. Réinvestir tous mes gains et à la douleur, à la force du poignet, en étant entrepreneur de travaux publics pendant 12 ans. Donc, je l'ai fait comme ça. Aujourd'hui, je peux te dire que ça peut être différent. Je te dis pas que tu vas mettre 10-12 ans ou que tu vas mettre 15 ans ou 20 ans. Tu peux mettre pour moi 5-6 ans vraiment à faire quelque chose de grand. En un an, c'est forcément que c'est trop court. Sauf faire de l'entrepreneuriat, avoir une idée géniale, pousser en entrepreneuriat. Et là, tu peux devenir riche avec l'entrepreneuriat. Par exemple, reprendre une entreprise qui s'est cassée la figure, la relever, la faire exploser, la vendre. Mais encore une fois, il y a de l'apprentissage parce que tu ne vas pas faire ça du jour au lendemain. Il faudrait peut-être que tu aies déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat pour faire ce genre de choses-là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible avec l'entrepreneuriat. Avec l'investissement, pour moi, c'est quand même beaucoup plus long. Mais en faisant du marchand de biens, qui est quelque part de l'entrepreneuriat aussi, hein, c'est des choses qu'il est possible de faire en 5 ans, de faire vraiment des grosses sommes. Je le vois, hein, les premières années, 2019, 2020, 2021, 2022, on a fait des résultats exceptionnels en marchand de biens. Et des grosses marges. Donc, le chemin peut être différent. Il faut faire un petit peu attention quand on a un peu ces croyances qu'il faut en chier pour y arriver, il faut mériter ce qu'on gagne. Je nuance un peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du travail, mais est-ce que la souffrance, elle est bien nécessaire ? Aujourd'hui, pour moi, oui, mais elle doit être passagère, tu vois. Typiquement, cet été, quand j'ai refait Bourse Exponentielle, j'ai travaillé à peu près 2 heures par jour pendant 15 jours sur le script. Tu vois, 1 heure le matin avant que tout le monde se réveille, 1 heure le soir quand tout le monde était couché, ou quand j'avais des temps morts un peu pendant les petites siestes de l'été de l'après-midi, tu vois. Et après, le jour où j'ai tourné la formation, je tiens absolument, pour rester dans la même énergie, à la tourner sur une seule journée. Pour avoir 4h30 de rush, c'est quasiment 9 heures de tournage à la suite. Donc, bien sûr que des moments comme ça, tu tapes dedans, tu vois. Mais ça doit être des petits moments où aujourd'hui, je me respecte beaucoup plus, donc j'ai moins de moments comme ça. Mais bien sûr,
Refaire le film, c'est toujours facile. Hein. À l'époque où je l'ai fait, en tout cas, je regrette rien parce que c'était difficile. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je suis d'accord avec toi. On n'a rien sans rien. Il y aura des moments de stress, il y aura des coups de mou, il y aura des locataires difficiles. Ça fait juste partie du plan. Et voilà. Encore une fois, pour la dernière chose dans ton message, tu dis que tu manques de confiance en toi. Ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler et qui rendent le chemin plus facile. C'est un peu ce qu'on fait avec c'est complètement, ce qu'on fait avec Nouveau Départ, avec Fab. Quand on manque de confiance en soi, c'est qu'on a du mal à voir ses victoires. Et quand tu me dis que tu es fier du chemin parcouru, est-ce que tu en mesures vraiment tout le côté exceptionnel de ce que tu as fait? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu vois à quel point ça fait de toi quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un de résilient, quelqu'un qui avance? Parce que quand tu as pleinement conscience de tout ça, tu peux aller chercher encore plus loin, des nouveaux succès, des nouvelles choses, et construire, tu vois, tes marches d'escalier petit à petit pour aller chercher toujours plus haut. Si tu balayes tes succès d'un revers de main, finalement, tu t'empêches d'aller chercher toujours plus loin parce que, voilà, si les échecs sont de ta faute et que les réussites, c'est toujours collectif ou c'est parce que tu as eu de la chance, tu peux pas aller chercher plus loin. Donc, je pense que tu peux continuer de travailler sur ta confiance parce que tu verras que ça t'aidera à aller encore plus loin. On a un message et donc merci à toi Victor en tout cas, on a un message de Hello Pass qui me dit « Hello tonton, merci pour ce podcast qui est pour moi mon shoot de motivation pour garder le cap. De mon côté, je travaille sur le fait que mon CDI bullshit job fait partie du plan. C'est une ligne de revenus parmi les autres et c'est ça qui m'a fait tenir et j'avoue que la construction de mon patrimoine et même ma petite DCA m'apporte beaucoup de satisfaction. Même lorsque le chemin est encore long, il peut être pleinement satisfaisant. Courage à ceux qui sont encore sur le chemin. » Et effectivement, alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bullshit job, c'est parfois des jobs où tu as l'impression de ne servir à rien. Typiquement, c'était mon travail, je pense, quand j'ai fini l'école d'ingénieur et que je suis parti vivre 1 an en Écosse. Mais quand je suis revenu en France, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Rockwool, qui fait de la laine de roche. J'étais ingénieur de production sur des machines qui n'avaient jamais de problème, qui étaient parfaitement bien réglées. Et j'étais là pour remplir des tableaux Excel. Mon job ne servait à rien. C'était un parfait bullshit job. Que je sois là, que je sois pas là, que je sois malade, pas malade, j'étais payé et que je remplisse mes tableaux ou pas. J'ai l'impression que ça ne changeait absolument rien. Et c'est ce qu'on appelle un bullshit job. C'est dur à vivre quand ça fait partie de notre vie et qu'on n'a pas grand-chose d'autre parce que au bout d'un moment, on se demande le sens de ce qu'on fait. Et quand ça n'en a pas, ça peut être très, très dur à vivre. Et l'idée, quand on a un bullshit job, et qu'on investit, c'est de se dire, OK, comme le dit Hello Pasque, ça fait partie du plan, en fait. C'est une ligne de revenus. C'est ce CDI-là me permet de faire tout le reste. Voilà. Donc, l'idéal, c'est quand c'est bien payé. Comme ça, la pilule, elle passe un peu mieux. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, ça fait partie du plan. C'est une ligne de revenus parmi les autres. Et j'avance. Encore une fois, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Des choses comme ça, si elles durent 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ça peut faire partie du plan. Maintenant, garder 10 ans un bullshit job, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il y a un moment, il faut trouver quand même quelque chose qui nous donne de la satisfaction tous les jours, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Bien sûr qu'il y a de la satisfaction dans le DCA. Il faut que le chemin plaise, que ce soit quand on fait de l'immobilier ou quand on fait de la bourse ou qu'on construit son patrimoine. Il faut que le chemin plaise, sinon on ne le tiendra pas dans le temps. C'est complètement impossible. Mais voilà, de la même chose qu'un bullshit job, il se tient quelques temps en se disant que ça fait partie du plan, mais il faut que ce soit un horizon à court terme. On ne peut pas sacrifier 2 ans, 3 ans de sa vie dans un bullshit job. Alors j'ai bonne mine de dire ça, puisque moi, j'avais pas un bullshit job après dans les travaux publics. Si j'étais pas là, alors là, c'était la catastrophe. Même une demi-journée, ça tournait plus. Donc, j'avais un job qui servait vraiment à quelque chose, mais par contre, qui m'a, comment dirais-je, aspiré mon essence vitale, on va dire. Et je pense que j'aurais, avec le recul, c'est facile à dire avec le recul, mais j'aurais dû le faire beaucoup moins longtemps. Parce que je pense que j'ai fait du vieillissement accéléré dans ce job et que j'en paye encore les conséquences aujourd'hui. Quand j'ai eu mes hernies cervicales, par exemple, j'ai des douleurs cervicales que vous voyez en tournant ce podcast et en étant figé, donc j'en profite pour m'étirer, j'ai encore aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est ce qui fait le personnage et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des choses à raconter. Donc il fallait que ça fasse partie du plan. En tout cas, merci à toi pour ton message, Hello Pasque. On a un message de Seb qui nous dit:
L'investissement IMO, c'est un peu une philosophie de vie, une passion. On est quand même plus performant lorsque les deux, il parlait du couple, lorsque les deux avancent à la même vitesse, un pas après l'autre vers la liberté financière. Si l'autre ne suit pas, ou pire, met des bâtons dans les roues, peut-être que ce n'est tout simplement pas le bon partenaire de vie. Il faut être en mesure de garder le cap sur ses objectifs et ce qui nous fait vibrer. Merci pour ce podcast. Donc merci à toi Seb, et je vais lire le message du principal intéressé, Robin, qui a répondu sur le dernier podcast de Allô Tonton. Robin qui nous dit « Merci beaucoup, on est raccord sur pas mal de choses qui fait qu'on doit pouvoir avancer ensemble sereinement. Pas de projet bébé et les enfants en garde alternée. Mais il est vrai que la période actuelle me paraît longue à cause des travaux à rallonge sur notre résidence principale. Je commence à en voir le bout et reprendre un rythme à mon image. Prends soin de toi. » Donc voilà, merci à toi Robin. Je suis ravi de voir que, en tout cas, tu vois une issue au message que tu m'avais écrit. Et voilà, et je vois beaucoup de gens qui sont en couple, où en couple on évolue dans le temps, et surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on vieillit de plus en plus, on avance en âge, donc on passe du temps en couple de plus en plus aussi, et on peut parfois se mettre à vivre à côté sans se rendre compte qu'on est en train de prendre un peu des chemins différents, surtout quand il y en a un des deux qui rêve d'indépendance et qui tombe dans la marmite, qui ouvre la boîte de Pandore de l'indépendance financière, parce que il va y avoir de l'argent à investir, il va y avoir de l'argent en jeu. On sait à quel point l'argent peut être lié émotionnellement pour beaucoup de personnes, et on va souvent mettre aussi l'argent du foyer en jeu. Donc ça peut être compliqué pour l'autre s'il n'a pas ouvert la boîte de Pandore en même temps, et si lui, il était bien dans son petit confort et dans les dépenses, puisque souvent ça va avec une refonte du budget et une augmentation du budget d'épargne et moins de dépenses. Et c'est compliqué. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que la plupart des gens qui en souffrent ne se connaissent finalement pas bien eux-mêmes déjà, et c'est pas grave, c'est tout un chemin de vie d'apprendre à se connaître. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre à me connaître à partir de 2015, à partir du moment où je me suis séparé de la mère de mes enfants et où j'ai pris la première vraie grosse claque dans la gueule de ma vie, où la vie m'a giflé, m'a mis un petit uppercut comme dans Rocky, et où je me suis retrouvé face à moi-même une semaine sur deux, et où là, j'ai eu l'impression de mieux me connaître. Et la plupart des gens se connaissent pas bien, mettent leurs émotions sous le tapis. Donc chaque fois qu'ils ont une émotion négative qui vient à propos de leur conjoint, ils veulent pas de conflit, donc ils la mettent sous le tapis. Et à la fin, le tapis, il fait une bosse énorme au milieu du salon, la table basse, on n'arrive plus à la faire tenir dessus. Et c'est de plus en plus compliqué. Donc comme ils se connaissent pas bien, on est sur une partie PNL, mais ils remplissent pas leur tableau des besoins, puisqu'ils savent même pas que ça existe. Et comme ils se connaissent mal leurs besoins, ils sont pas en mesure d'y répondre. Et on sait qu'on peut pas être heureux en tout temps, en tout instant, si on répond pas à ses besoins. Et en mettant ses besoins sous le tapis, en mettant ses émotions sous le tapis, dites-vous que l'autre personne dans le couple, elle vit exactement la même chose et elle fait exactement la même chose. Donc, ça peut faire que des étincelles. Et encore une fois, c'est toujours des mauvais choix pour des bonnes raisons. C'est souvent parce que les gens ont peur de faire du mal à l'autre, ou ont peur de se séparer. Ils ont peur d'aborder des discussions qui sont pourtant essentielles, et ils tournent autour du pot. Donc voilà, quand vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un, ne masquez pas vos ambitions. Quand vous rencontrez quelqu'un, ne masquez pas ce que vous faites. Soyez le plus honnête possible sur votre gestion des finances, sur votre rythme de vie, par rapport à vos investissements. Soyez honnête, parce que c'est comme ça que si vous vous mettez en couple avec la personne, vous avez le plus de chances que ça marche. Et la même chose si vous êtes en couple. Soyez honnête, allez chercher vos réponses, exprimez à l'autre clairement ce que vous vivez, ce que vous avez envie de faire, d'atteindre, et surtout en vous reconnectant avec vos émotions. C'est pour ça que c'est aussi difficile. C'est parce que si on sent que l'autre ne veut pas aller dans le même sens que nous, on va se frustrer, et ça va se traduire par des pics, par de la colère, alors que la vraie chose qu'on ressent au fond de nous, c'est, au-delà de cette frustration, c'est peut-être de la tristesse de ne pas pouvoir faire ses projets, de l'inquiétude pour l'avenir, de l'inquiétude même pour le foyer. Et c'est peut-être ça qu'il faut plus transmettre, exprimer ces émotions-là, de dire qu'on se sent frustré, on se sent peut-être triste de ne pas pouvoir emmener les finances du foyer à un autre niveau, et d'ouvrir le dialogue avec la personne, et encore une fois, pas la brusquer. Il y a beaucoup de fois
où, sans mettre en jeu les finances du couple, on peut investir de son côté. Et c'est peut-être ça qui, par la suite, et c'est souvent ça, en tout cas moi ce que j'ai vu, qui donne envie au conjoint d'investir en voyant les résultats qu'il y a chez la personne. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite pour tout le monde. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous sentez que vous êtes dans une impasse comme ça, ou que ça devient de plus en plus tendu, ça ne s'arrangera pas en mettant les choses sous le tapis. Il vaut mieux en parler et de façon vraiment avec ses émotions pour que surtout il n'y ait pas de pique, surtout il n'y ait pas de reproche à l'autre, mais plus exprimer ce qu'on ressent comme frustration de ne pas pouvoir se lancer à plein dans ses investissements. Parce que la plupart du temps, c'est pour faire monter le niveau de finances de la famille, de tout le monde. C'est pour ses proches aussi qu'on le fait. C'est bien sûr que c'est pour soi, mais c'est aussi pour ses proches. Donc voilà, en tout cas, merci Robin d'être revenu sur le message. Merci Seb, merci encore à tous. J'en ai fini avec le retour sur le dernier podcast d'Allo Tonton. Je pense qu'on s'en refera un petit d'ici la fin de l'année si ça vous plaît. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la quinzaine avec un titre qui vous a sûrement fait cliquer. Je déteste les CGP. Là. Je me suis dit, est-ce que je l'appelle comme ça ou pas ? Vous allez voir que je nuance un peu dans le podcast quand même. Mais il y a beaucoup de charlatans et en préparant Bourse Exponentielle, j'ai vraiment eu envie de parler de ce podcast. Mais voilà, je vais reprendre des choses depuis le début parce que je ne veux pas m'égarer de mes notes. J'ai tellement de choses à vous dire sur ce podcast. Justement, pourquoi j'ai eu envie de parler de ça ? Cet été, comme je vous le disais, j'étais en train de préparer la formation Bourse Exponentielle. J'étais en train de la reprendre. Et il y a vraiment des nombreuses choses auxquelles il faut faire attention quand on veut sortir gagnant d'un investissement en bourse sur le long terme. C'est toutes les choses que je reprends dans cette formation, comme l'inflation, par exemple, qui bouffe votre capital s'il n'est pas investi. Les impôts, bien entendu. En France, on peut être tellement imposé, il y a tellement d'écart d'imposition entre deux enveloppes différentes qu'il ne faut pas se tromper d'enveloppe dans laquelle on investit. Les frais, bien entendu. Les frais, c'est vraiment le mal sournois qui va venir grignoter notre placement chaque année. Tous ces frais qu'on va payer sur nos investissements. Et ça, c'est autant de sujets que je traite justement dans Bourse Exponentielle. Et je me suis dit, j'en parle dans la formation aussi, qu'il y a une autre chose à regarder. C'est aussi parfois qui nous conseille. Puisque dans Bourse Exponentielle, je vous apprends à faire les choses tout seul, à reprendre votre souveraineté, à pouvoir investir vous-même, acheter vos propres ETF. Mais parfois, sur le parcours, vous allez rencontrer des gens, des conseillers en investissement qui vont essayer de justement vous vendre des assurances vie ou vous conseiller des placements. Et il faut bien regarder qui vous parle, parce que vous le savez, mon combat, on a chacun nos combats dans la vie, un des miens en tout cas, c'est de rendre leur souveraineté aux investisseurs. J'ai pas fait 170 podcasts ou plus de 170 sur une vie de liberté et sûrement, je crois, plus de 200 sur les gentlemen investisseurs où je vous parle de liberté financière, d'investissement. Je fais pas ça pour rien, quoi. Moi, j'ai envie de vous montrer que vous êtes capable de gérer vos investissements. Je veux vous montrer que vous êtes capable, que c'est à votre portée et que justement, la plupart, et quand je dis la plupart, c'est pour ça que j'ai marqué « Je déteste les CGP ». Franchement, c'est 90%. La plupart de ces soi-disant experts, ils n'y connaissent rien et ils sont juste là pour se nourrir sur votre dos. Et en préparant la formation, justement, puisque j'en parle dedans, je me suis rendu compte de toutes les fois où j'ai été confronté à ces soi-disant experts financiers qui se posent souvent en plus en figure d'autorité, pour mieux vivre sur notre dos et mieux nous plumer. Et en vérité, à mon sens, il s'agit vraiment d'un véritable scandale financier sur le long terme. Et il n'y a pas que moi qui le dis, je vous parlerai tout à l'heure de beaucoup de livres que j'ai lus, que ce soit de Warren Buffett, de Benjamin Graham, de John Bogle, il y en a énormément qui le disent, qui disent que tous ces frais de conseiller financier, c'est une sorte de scandale financier dont on ne parle pas. Et moi, j'ai eu envie de vous en parler plus longuement dans ce podcast. Et vous allez voir, tonton est colère. Je suis pas content. Donc, on va prendre le temps de dérouler tout ça. Donc, pour que je sois aussi peu content et que ça m'énerve autant, quelle est mon histoire avec les CGP et avec les conseillers en tout genre ? Mais je suis allé plonger dans mon passé pour qu'on fasse une petit podcast anecdote. Et pour commencer ce podcast,
je vais vous raconter justement toutes les fois où j'ai eu affaire à ce genre de conseillers. Donc que ce soit des purs CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi parfois des conseillers bancaires, des assureurs qui vont vous vendre des assurances vie, pas juste assurer vos biens, vos véhicules ou vos crédits, mais ils vendent aussi des assurances vie et les conséquences que ça a eu sur mon avenir financier. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir plus de 40 ans maintenant, c'est que je fais de mon mieux, mais je ne suis pas parfait. Et j'ai testé pas mal de ces conneries. Comme ça, vous allez pouvoir les éviter avec mon témoignage. Donc, mon premier contact avec les CGP, j'étais tout jeune. C'était pas pour moi, c'était pour mes parents. C'est un vendeur de Robien à l'époque. Avant le Pinel, il y avait le Robien. Et il était venu voir mes parents chez moi. Et je pense qu'à l'époque, j'étais encore en école d'ingénieur. Donc, je dirais que je devais avoir 22 ans, à mon avis. Et le gars qui était venu à la maison minait tout jeune. Je pense qu'il devait avoir 5-6 ans de plus que moi, à mon avis. Et ça m'avait marqué vraiment parce qu'il était en Range Rover Sport, dernier modèle. Et je sais pas, il puait l'arnaque, quoi. J'avais vraiment le sentiment qu'il venait arnaquer mes parents, quoi, à la maison. Et il avait vendu à mes parents, justement, 2 appartes en défiscalisation à 700 km de chez nous. Je ne vous donne pas les villes, mais à 700 bornes de la maison. Donc, 700 bornes, vous n'allez pas prendre la voiture pour un invest et aller faire l'aller-retour. Mais ça fait partie de la technique. Donc, en tout cas, voilà, je ne vous donne pas les villes, mais c'est des villes dans lesquelles on n'avait jamais mis les pieds. C'était il y a 20 ans, cette histoire, du coup. Donc, mes parents, depuis, sont arrivés au bout de la défisque. Ils ont vendu les apparts il y a quelques années avec une forte moins-value. Donc, bref, un très mauvais investissement. Et d'ailleurs, je me souvenais parfaitement du nom de cette personne. J'en dis pas plus parce qu'on ne sait jamais s'il écoute. Je sais pas s'il se reconnaît. Si tu te reconnais, c'est mauvais signe. C'est que tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien. Mais je me suis amusé en préparant ce podcast à aller voir sur Papers ce que ce mec était devenu. Et effectivement, il est né en 75. Moi, je suis né en 81. Donc, il a bien 6 ans de plus que moi. Je ne m'étais pas trompé. Et ça devait être un bon rat racer, puisqu'il avait dû payer à 26 ou 27 ans, à 27 ans, son Range Rover avec toutes les belles commissions qu'il devait encaisser pour vendre ses programmes Robien de défiscalisation, puisque figurez-vous que ce gars est une personne qui, a priori, n'a jamais investi. Et pourquoi ? Parce que sur Papers, le mec n'a aucune société d'investissement. Il a seulement une société de consulting, donc qui était déjà effective, elle a 20 ans, sa société. Donc, il devait venir juste de la créer, je pense, à l'époque. Mais voilà, vous entendez bien, le mec est CGP, conseiller en gestion de patrimoine depuis 20 ans, et il n'a pas une seule société d'investissement. Il n'y a pas une seule SCI, il n'y a pas une seule SAS, il n'y a pas de holding. Il y a juste sa même société de conseil et de consulting pour conseiller les gens qu'il avait à l'époque. Mais voilà, il conseille les gens, il leur conseille des biens immobiliers à investir, mais surtout, il ne l'applique pas à lui-même, Donc voilà, mon premier contact avec cette profession. Mais du coup, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille parce que j'ai fait tout de même un Pinel en 2015. Mais vous allez voir, je vais vous raconter mon histoire avec le Pinel et à quel point ça m'a rendu service, en fait. Cette première expérience, même si ce n'était pas pour moi, c'était pour mes parents. Mais à l'époque, en 2015, je venais de me séparer de la mère de mes enfants. C'était arrivé à la rentrée. Donc, il me restait 4 mois pour faire une économie d'impôts. Parce qu'à l'époque, j'allais passer de 4 000 € d'impôts annuels à 7 000 de mémoire, du coup. Et j'ai eu cette idée. Je me suis dit, mais il faut que je fasse un Pinel ou un programme de défiscalisation pour défiscaliser au plus vite. Et il me restait que 4 mois, j'avais pas le temps de chercher une ruine pour faire du déficit foncier, j'avais pas le temps de faire des travaux, donc à l'époque je me suis dit si je peux économiser 3 000 balles d'impôts, il faut que je le fasse. Donc j'avais demandé autour de moi à un pote qui était aménageur à Lyon, qui faisait le même métier que je fais aujourd'hui, aménageur foncier, et il m'a mis en contact avec une agent IMO à l'époque, autour de lui, qui voulait me vendre un projet à Annemasse. Donc, quand on est à Lyon, Annemasse, c'est déjà à 2h30, et un autre à Strasbourg. Donc, quand on est à Lyon, Strasbourg, c'est encore 5 heures, 5 ou 6 heures. Et j'avais beau faire les calculs sur ces programmes, c'était éclaté. Il y avait 4% de renta, donc cash flow négatif à fond, que cet agent IMO m'a appelé effort d'épargne, bien entendu, le petit effort d'épargne, mais c'était éclaté, quoi.
Et je me suis renseigné sur le secteur, donc surtout sur Annemasse, puisque je suis pas allé jusqu'à Strasbourg, mais je me suis dit que les deux, ça devait être le même truc. Et je me suis rendu compte en regardant les programmes neufs à côté, puisque je connaissais des promoteurs à Lyon qui avaient des programmes jusqu'à la frontière suisse, donc à Annemasse. Et je me suis rendu compte que je surpayais le bien de 20% parce qu'il était en secteur Pinel. Et je me suis rappelé que la personne qui me conseillait ça, que moi j'appelais agent IMO, je pensais que c'était un agent IMO, en fait elle était CGP. Et elle était immatriculée à l'ORIAS, bien entendu, et d'ailleurs elle a énormément insisté dessus pour tenter de m'embobiner, de me dire mais vous savez, c'est un bon investissement, je vous rappelle que je suis immatriculé à l'ORIAS. Et en fait, je me dis, mais il y a 4%. Oui, mais vous allez récupérer les impôts. Je dis, oui, non, mais déjà, je suis en cash flow négatif tous les mois. Oui, mais regardez, ça compense avec vos impôts. Bon, mais même en mettant la compensation, j'arrivais à 5% de renta. C'était pas bon. Et je lui dis, regardez, les programmes, je paye 3 000 € le mètre carré, là-bas. Le neuf, à l'époque, je crois que c'était 3 ou 4 000, un truc comme ça. Je dis, le neuf qui se vend dans d'autres programmes était à 1 000 € de moins. Il me dit, oui, mais vous n'avez pas l'économie d'impôt. Je dis, non, mais c'est pas sérieux, quoi. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire un truc pareil. Et je me suis rappelé que j'avais des zones qui étaient concernées par le Pinel juste à côté de chez moi. Vraiment dans ma ville. Vraiment à 2 km de chez moi, il y avait des zones Pinel. Donc, j'ai appelé un promoteur que je connaissais, puisque à l'époque, j'avais mon entreprise de travaux publics. Donc, je connaissais bien tous les promoteurs, et y compris les promoteurs autour de la maison. Donc, je l'ai appelé pour lui demander s'il n'avait pas un programme de Pinel à côté de chez moi. Et effectivement, il avait une queue de programme, un dernier appart à vendre dans un immeuble qui venait de finir, et vraiment une queue de programme. Ce qu'on appelle une queue de programme, le dernier appartement d'un programme Pinel. Et du coup, il était fini, il était immédiatement livrable, et là, je l'ai acheté directement au promoteur, vraiment plutôt bien négocié. J'ai gratté une place de parking, j'ai pas payé les frais de notaire, donc j'ai vraiment bien acheté. J'avais quand même un cash flow négatif de 100 balles par mois, mais qui était compensé par les 250 € d'impôts mensuels que j'allais pas payer, du coup, l'économie d'impôt de 250 balles. Et aujourd'hui, à ce jour, là, je connais quand même très très bien le marché parce que je vis dans cette ville, hein, et je suis en plus-value sur cet investissement, je pense, d'au moins 10 à 15 000 €. Donc, dans le pire des cas, j'ai amorti du capital avec finalement un petit cash flow positif de 150 € par mois. Mais voilà. Mais sinon, le Pinel, en général, c'est ça la technique, hein, bien sournoise, de vous vendre un investissement à minimum 400 km de chez vous pour que vous soyez perdu sur la ville, sur le quartier, sur le prix d'achat, et pour vous vendre un bien bien plus cher que son prix, sous couvert de l'économie d'impôt. Donc, pour moi, franchement, on flirte avec de l'arnaque en bande organisée, souvent entre le promoteur, le CGP qui commercialise le programme. Et voilà, et en fait, finalement, c'est grâce à cette première expérience de mes parents et aussi grâce à mon expérience d'investisseur que j'ai voulu acheter de cette façon. Et moi, finalement, j'ai vu ça comme un investissement patrimonial. J'aurais jamais acheté du neuf, c'est la première fois où j'ai acheté du neuf, mais j'ai acheté à côté de chez moi, j'habite littéralement à 2 km de l'appartement que j'ai acheté, et j'avais déjà 10 lots dans cette ville, donc je la connais très bien, je connaissais bien les prix, et là, j'avais 7,5% de renta sur un bien patrimonial qui s'autofinance, du capital qui s'amortit avec un prêt à 2% à l'époque, donc on n'était pas trop mal, c'était 7,5%, c'était acceptable. Donc, voilà. C'était mon expérience avec le Pinel. Mais on a quand même essayé de me vendre un truc à 400 ou 700 km de chez moi, beaucoup trop cher. Donc ça, c'est pour l'immobilier. Hein. Mais pour se rapprocher du sujet de la bourse, ces conseillers en gestion de patrimoine, ils sévissent aussi et surtout sur les placements financiers. Et un de mes premiers contacts avec la bourse, vraiment la première fois où j'ai découvert la bourse, où j'ai vraiment eu envie de m'y mettre, c'est grâce au livre d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Un livre que j'ai lu en 2008, même avant Père riche, Père pauvre. Et d'ailleurs, c'est rigolo, mais je vais être sur scène avec Olivier Seban au séminaire de Nico Popovic. Il l'a invité, le séminaire du 5 octobre. Donc c'est rigolo aussi. J'ai vraiment l'impression de boucler une boucle. Et je dois toujours avoir mon exemplaire de Tout le monde mérite d'être riche qui traîne. Et je crois que je lui ferai dédicacer parce que, mine de rien, le chapitre, il était pas parfait. Il présentait
un chapitre assez sommaire sur le DCA en bourse, mais malgré tout, c'est un de mes premiers contacts avec la bourse, donc c'est quand même assez symbolique. Et du coup, après avoir lu ce chapitre sur le DCA en bourse, j'étais quand même assez fébrile, mais pour rendre à Olivier Seban ce qui lui appartient, c'est grâce à lui que j'ai ouvert mon premier PEA, et c'est grâce à lui que j'ai choisi mes premiers ETF. Et ce qui est drôle, c'est que quand ma banquière, elle a vu ce que je faisais quand j'ai ouvert mon PEA, que j'avais acheté des ETF, elle m'a dit que c'était pas sécurisé et je m'étais quand même obstiné pour le faire. Donc c'est ces mots, elle me dit oui, mais ça c'est pas sécurisé et il faut vraiment se remettre en 2008, mais vraiment c'était la préhistoire. Et avant de faire migrer mon PEA chez Fortuneo, je l'avais ouvert dans une banque classique, je l'avais ouvert à la Banque Populaire. Et pour acheter des ETF, c'était toute une histoire. Enfin, à l'époque, elle m'avait fait de la vente forcée de fonds maison. Et à l'époque, j'avais craqué, en fait. J'avais pris ça, quoi. Et puisqu'elle m'avait découragé, elle m'a dit, mais vous allez voir, c'est des paniers d'actions françaises et européennes, c'est un produit maison, c'est bien plus sûr. Et en fait, à l'époque, j'avais craqué, j'avais pris son truc. Et du coup, pour les revendre 1 an plus tard, quand j'ai changé de conseillère, parce que j'ai jamais réussi, à l'époque, j'étais pas le même, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai pas réussi à lui dire stop, on arrête, vendez-moi ça, quoi. Mais ça n'est pas fini, puisque vous allez voir, il y a la tartine. Hein. À l'époque, j'avais fait assurer mon tout premier immeuble que j'ai acheté en 2009, mon premier immeuble à Saint-Étienne, l'immeuble de l'enfer. Il y a tout un podcast là-dessus, hein. Vous vous en souvenez. Et j'avais fait assurer cet immeuble par un conseiller, je dirais pas la compagnie, mais un indépendant, un assureur indépendant qui m'avait, pour rendre à César ce qui lui appartient encore une fois, très très bien assuré sur cet immeuble. C'était quelqu'un de très compétent. Mais voilà, il était compétent en tant qu'assureur, mais il m'a vendu des placements financiers. Et c'est lui qui m'avait dit cette phrase, qui m'avait dit « Ah, mais vous faites des ETF, ça c'est de la haute voltige ». Et je me rappelle qu'à l'époque, je le voyais comme une figure d'autorité, ça m'avait fait douter. Et il me semble même que j'avais suspendu mon DCA quelques mois parce que je m'étais dit ouais, « Mais pourquoi il me dit ça ? Il a l'air de faire de la bourse, il a l'air de bien connaître. » Et c'est quelqu'un à qui j'ai fait confiance. Parce que en plus de mon immeuble, il a réussi à me claquer une assurance vie. Et tenez-vous bien, une assurance vie avec, roulement de tambour, 5% de frais d'entrée. Et j'avais posé 20 000 euros à l'époque. Donc, ce qui fait que j'ai posé 20 000 euros, j'ai payé 1 000 euros de frais, rien que pour poser mon argent. Et j'ai investi seulement 19 000 euros. Et quand je vois là qu'il y a Bourse Exponentielle qui sort, je vends une formation pour 200 balles qui aurait pu m'éviter toutes ces conneries. Rien que là, j'avais donné en frais 5 fois le prix de la formation, quoi. Enfin, et c'est pas fini, hein, parce que j'ai mis l'argent en 2009, et entre 2009 et 2012, le marché, la bourse, les actions, a fait en moyenne 17% par an. Donc le S&P 500, il est passé de 500 points à 1420 points, soit ça se traduit par un fois 1,6. Donc là, en mettant 20 000 euros sur un ETF, j'aurais eu 32 000 euros. Et là, en seulement 3 ans. Et mon assurance vie, elle était juste revenue à 20 000 balles. J'avais juste réussi à revenir à ce que j'avais, à juste rembourser les frais en 3 ans. Et quand je lui ai demandé des comptes, parce que je lui ai demandé des comptes, il m'a dit, mais en fait, c'est impossible d'avoir la performance du marché. C'est impossible de l'avoir. Et quand je lui ai reparlé des ETF, il m'a dit, mais faites attention, les ETF, c'est ça, c'est ce genre de truc, c'est des arnaques. Et je lui ai dit, mais des arnaques émises par Amundi ? Mais qu'est-ce que vous racontez, quoi ? C'est une filiale du Crédit Agricole. Là, il a un peu parlé chinois. Mais je me souviens que ce jour, j'étais vraiment fâché et je lui ai demandé pourquoi sur une assurance vie en ligne comme Fortuneo, j'avais aucun frais d'entrée et que j'avais des frais annuels qui étaient de 0,6%, alors que là, j'avais des frais annuels de 2%. Et il m'a dit typiquement, vous savez, quand c'est gratuit, ça cache des choses et qu'il faut bien rémunérer son conseil. Il dit, le conseil doit être rémunéré. Moi, je vous ai conseillé. Le conseil se rémunère. Mais quel conseil quand on fait 0 sur 3 ans? Donc, j'ai fermé par la suite cette assurance vie et j'ai tout investi sur des ETF. Mais je me souviens que c'était un gars qui était très rassurant, très, très paternel. Il avait son costume. Et j'étais plus jeune à l'époque. Et bref, je me suis fait avoir, quoi. Donc vous allez voir, hein, si jamais ça vous est arrivé, je vais vous décomplexer. Hein, et je vais vous montrer que c'est possible de performer quand même, puisqu'aujourd'hui, j'ai un portefeuille, je l'ai dit dans la page de vente, mais
un portefeuille boursier qui est à 7 chiffres. Donc, j'ai quand même réussi, avec le temps, à faire les bons choix, hein, bien entendu, et c'est ce que je vous partage dans la formation. Mais c'est toutes des choses qui m'ont appris, et je vais vous montrer que c'est possible de performer, même quand on a fait des bêtises par le passé. J'ai même eu une personne, je ne vais pas dire non plus le nom du placement, mais qui était venue au bureau et qui a dérouillé toute la famille. Donc, encore une fois, c'est un assureur qui est bien connu et qui nous a vendu un placement financier aussi bien connu, où en mode DCA, un peu, on met de l'argent, soit on bloque de l'argent, on met une somme fixe sur 10 ans, soit on fait un DCA annuel sur 10 ans. On dit qu'on va mettre 1 000 euros par an, et ben tout au mois de mai, on verse 1 000 euros pendant 10 ans. Et le placement est bloqué pendant 10 ans. Et à la fin, vous récupérez de l'argent. Donc, grosso modo, il ne vous donne pas de rendement fixe. Et par contre, quand on se penche sur les frais, c'est énorme. Et je me rappelle que la personne qui m'a vendu ça, elle m'avait paru pas du tout compétente. Et elle était venue à la maison dans une Clio qui était toute rayée, un peu toute défoncée. Et elle répétait un script de vente, ça se voyait parce que c'était en 2015. Donc là, j'avais quand même beaucoup d'expérience. Mais là où elle m'a eu, c'est que c'était l'argent qui était sur le livret A de mes filles. Et je me disais, je dois faire mieux que ça. Donc je leur faisais déjà à l'époque un petit DCA, mais cet argent était plutôt sécurisé sur un livret A. Je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça. Il faut aussi que je l'investisse comme le reste de leur épargne, où je leur faisais déjà un petit DCA sur une assurance vie pour enfants, sur des ETF. Et en fait, elle m'a dit, mais vous savez, c'est de l'épargne que vous avez déjà constituée, vous venez de vous séparer, imaginez, vos ETF y baissent, si votre compagne, elle le voit, enfin, votre ex-compagne, elle le voit, elle pourrait vous embêter. Et là, j'avoue qu'elle m'a mis le doute en me disant, mais effectivement, si ça sème la merde, autant le mettre sur quelque chose qui paraît plus sécurisé. Je me suis fait avoir, bien entendu. Et il faut savoir que je suis encore bloqué. Du coup, je me suis engagé pour 10 ans. Je vais récupérer l'argent de ce placement dans un an, du coup. Et cette personne, bien entendu, ils sont tous sur des sièges éjectables. Le conseiller a changé 3 fois en 10 ans. À chaque fois, c'est toujours quelqu'un qui est plus nul que le précédent. Et voilà quoi. Et j'ai demandé aux gens de combien étaient les rendements de ce placement sur les dernières années qui venaient de sortir, et on est à 4% par an. Et en attendant, eux se sont gavés sur les frais. Donc voilà, encore une fois, rendement merdique et frais démesurés. Je me suis fait avoir par une personne qui, en plus, j'ai l'impression, n'avait aucune formation financière. Mais vous allez voir, on va y venir. Autre histoire. Il y en a beaucoup, hein, je vous ai prévenu. Hein. Avant de prendre mon indépendance en 2016, je voulais me rassurer. J'avais atteint mon indépendance financière. Il me restait, je pouvais partir, mais il me restait 2 ans à faire pour terminer le crédit de la boîte et pour partir proprement avec mes associés. Et j'ai voulu me rassurer sur la vie qui était possible avec les rentes que j'avais générées en bourse et en IMO. Donc, j'ai demandé conseil à un pote qui était aménageur et je suis allé voir un CGP à Lyon, un conseiller en gestion de patrimoine. Et il m'a dit que ce que je voulais faire était impossible. Donc, j'ai quand même montré mes cash flows positifs, j'ai montré l'argent que j'avais en bourse. Mais il m'a découragé, il m'a dit que ça fonctionnerait jamais. Et que lui, il conseillait de grandes fortunes parce qu'on était à Lyon, rue de la République, et qu'à moins d'avoir au moins une dizaine de millions d'euros de patrimoine, on ne pouvait pas vivre uniquement de son patrimoine. Ou alors, bien entendu, hein, à moins d'être bien conseillé. Hein. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il conseillait de grandes fortunes, mais surtout en fait des héritiers de grandes fortunes qui ont été construites avec de l'héritage, et donc des gens qui connaissaient finalement rien à la création de richesse, qui avaient reçu de l'argent. Et bien entendu, hein, ils se rémunéraient grassement sur les placements de ses clients héritiers. Et je l'ai questionné, cette personne, je lui ai demandé, lui, dans quoi il investissait. Et c'est pas une blague. Il m'a parlé que de sa RP, de sa résidence principale de Zinzin, hein, mais pas pour faire de l'achat-revente. Juste qu'il avait une RP de Zinzin et de sa Panamera hybride. Voilà de quoi il m'a parlé. Et en fait, en creusant, il n'avait pas d'immobilier en dehors de sa résidence principale. Et je me souviens encore de toutes les coupes de golf dans son bureau. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même du temps de mener un bon train de vie. Et donc, quand je lui ai montré mon patrimoine, à l'époque, j'avais quand même 26 lots. Aujourd'hui, j'ai bien arbitré, j'en ai encore 20, mais je lui ai montré, mais il y en a qui sont entrés, qui sont revenus, mais j'ai 20 lots en ce moment. J'avais 26 lots. Et il n'a rien su m'en dire, rien su me conseiller. Et en fait, la seule chose qui l'intéressait, c'était mon PEA
pour récupérer l'argent et me faire acheter des SCPI en démembrement. Ça, c'était son truc. La SCPI en démembrement, on n'a parlé que de ça. Donc, il a me rigolé quand je lui ai parlé de mes ETF sur mon assurance vie, sur mon PEA, pardon. Donc, un scandale, quoi. Et je me souviens que j'avais gardé un très, très, très mauvais souvenir de ce rendez-vous. Je m'étais fait prendre de haut alors que j'étais allé le voir avec un patrimoine qui était vraiment honorable et que j'avais construit pour la plupart tout seul, quoi. Donc ça m'a gonflé, quoi. Et pour finir, je peux revenir sur cette histoire que j'ai racontée. Je ne vais pas la raconter, la dernière histoire. Je ne vais pas encore la raconter ici parce que je l'ai beaucoup racontée dans un podcast des Gentlemen Investisseurs qui s'appelle « Vendre sa mère pour de l'oseille ». C'est de deux, je dirais pas amis, mais deux potes que j'ai rencontrés en séminaire, en voyage d'investisseurs. Je ne vais pas redire non plus dans quel voyage je les ai rencontrés parce que je ne veux pas salir un groupe que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé des moments exceptionnels, puisqu'ils sont absolument pour rien. Mais voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés qui étaient conseillers en investissement financier pour un, et pour un autre qui était employé de ferme. Alors, bien entendu, je suis petit-fils d'agriculteur des deux côtés. Mon grand-père paternel, avant qu'il devienne entrepreneur de travaux publics, était agriculteur. Mon grand-père maternel a été employé de ferme toute sa vie. Il n'était pas à son compte, il était employé de ferme. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs, pour les gens qui travaillent la terre pour nous nourrir et qui font ce beau métier de l'agriculture, qui est un métier difficile. Mais cette personne-là, je l'ai revue sur un voyage 4 mois après, et elle était devenue conseillère en investissement financier. Donc je trouve que c'est une super promotion de pouvoir de passer de l'agriculture à conseiller en investissement financier. Mais en 4 mois, ça me paraissait quand même assez rapide de vraiment changer tout ça. Et en fait, finalement, c'est des gens qui vendaient des assurances-vie en MLM. Et j'étais surtout ami avec la fille du couple à qui j'ai fait confiance parce que j'ai voulu l'aider parce qu'elle se lançait aussi. Elle m'a eu par les sentiments. Et j'ai posé 20 000 € sur son assurance-vie. Et pendant que le marché a plus ou moins stagné, mon assurance-vie a perdu 20%. Donc, je suis sorti à 16 000 €, à moins 4 000 € pour tout remettre sur des ETF, en jurant cette fois-ci qu'on m'y reprendrait plus. Mais c'est des gens qui se présentaient comme conseillers en investissement financier et comme vivant de leur placement financier. 4 mois après avoir quitté le job dans l'agriculture. Et il n'avait pas de patrimoine avant, et quasiment pas d'immobilier. Je crois 1 ou 2 appartes. Donc comment on peut faire ça ? C'est juste qu'ils vivaient sur les frais, en fait. Les frais d'entrée, les frais de gestion de ces assurances-vie en MLM. Et là, je peux vous dire ça, c'est autant vous pouvez avoir des assureurs qui vous vendent des assurances-vie où il y a trop de frais et où c'est objectivement un mauvais placement. C'est un très mauvais placement, mais il n'y a pas vraiment de notion d'arnaque. Là, c'est des assurances-vie, je ne vous donnerai pas le nom parce que je ne veux pas d'histoire, mais vous ferez vos recherches des assurances-vie où c'est vraiment du MLM. C'est des séminaires à l'américaine où on tape des mains, où vous vous faites laver le cerveau, j'en reparlerai tout à l'heure, et où il y a des frais d'entrée de 5%, il y a des frais de gestion de plus de 2%. C'est vraiment une machine à vous pomper votre fric, et plus ils vendent, plus ils gagnent de voyages, plus ils gagnent de cadeaux, et c'est des gens qui se font laver le cerveau, et qui étaient en train de laver le cerveau de tout un groupe, et qui ont siphonné beaucoup, beaucoup de leurs proches. À eux deux, je crois qu'ils ont vendu 740 contrats d'assurance-vie avant que tout le monde veuille mettre leur tête au bout d'une pique, quoi. Parce que c'est comme ça que ça a fini. Ils se sont fait bannir de tous les groupes, ils ont perdu beaucoup de leurs proches. Donc ça a été très très compliqué. Et tout tonton mindset que je suis, je l'ai raconté dans le podcast DGI, mais au voyage en Pologne, j'ai failli perdre mon calme et j'ai failli en venir aux mains avec ces gens-là. Enfin, en tout cas, pas la fille, quand même, mais avec le garçon. Donc voilà, on a failli en venir. Pour vous dire les proportions que ça peut prendre quand j'ai dénoncé leurs arnaques. Donc, la question que je me suis posée, c'est celle-là. C'est bien sûr qu'il y a des gens bien dans cette profession. Le titre, il est volontairement accrocheur, le titre du podcast, mais comment des gens peuvent passer de employé de ferme, encore une fois, c'est pas péjoratif, mais à officiellement conseiller en investissement financier en 4 mois. Comment c'est possible ? Donc, on va aller voir ce que c'est un CGP exactement. Donc, la définition officielle, ça pourrait être un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un professionnel qui accompagne ses clients
dans la gestion de leur patrimoine financier, immobilier et fiscal. Il a pour mission de leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs, épargne, transmission, optimisation fiscale, retraite, succession. Le CGP, c'est à la fois un expert en fiscalité, en placement financier, en produits d'assurance et parfois en droit immobilier. Il peut exercer en tant que salarié dans une banque, une compagnie d'assurance ou de manière indépendante. Donc en France, pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, il y a plusieurs parcours universitaires qui existent, il y a plusieurs certifications. Donc les études qui sont recommandées, ça inclut licence en économie, en finance, en gestion, en droit, une licence pro en banque, en assurance, en gestion de patrimoine. Ça peut aller jusqu'à Bac+5, un master en gestion de patrimoine, en finance, en gestion d'actifs financiers, même en droit notarial ou en ingénierie patrimoniale pour le côté plus juridique de l'approche. Donc là, quand vous avez affaire à ces personnes-là qui ont fait tout ce bagage d'études, bon, ils vont quand même vous prendre plein de frais. Ils prédisent pas non plus l'avenir, hein, ça on le verra tout à l'heure, mais même si ça présage pas de leurs compétences, ils savent au moins de quoi ils parlent. Il y a quand même un gros niveau d'études. Donc dit comme ça paraît super. On se dit qu'il faut de sacrées études pour faire ce métier. Et surtout que si les gens sont experts de leur domaine, hein, de la finance, de la bourse, de l'immobilier, ils doivent être aussi riches, ils doivent avoir de la fortune personnelle, mais aussi acquise par leurs investissements, pas juste par leurs bons conseils, comme le vendeur de Robien de mes parents, qui, on va sur Papers, il n'a pas d'investissement. Vous allez voir qu'il n'y a pas que sur YouTube, TikTok ou Insta qu'il y a des mythos vendeurs de rêves, comme on dit. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est, du coup, s'il faut autant d'études pour faire ce métier, pourquoi il y a certaines personnes qui, sans aucune formation financière, ils deviennent conseillers financiers en quelques mois? En fait, il existe des formations courtes qui sont le plus souvent proposées par des compagnies d'assurance ou des banques, des institutions bancaires, qui préparent rapidement, hein, des fois en 4 mois, là, à des métiers comme la vente de produits financiers ou la vente d'assurance vie. Ces formations, elles peuvent durer quelques mois et elles sont vraiment faites pour former des commerciaux et qui vont avoir accès après à un catalogue de produits financiers. Et comme je vous le dis, c'est un rôle qui est avant tout commercial. Et le poste de conseiller financier dans certaines entreprises, finalement, c'est juste de la vente de produits, donc souvent des assurances vie, des placements financiers. Et c'est pas des experts en finance, c'est des commerciaux. Et leur travail, c'est de vous vendre des produits qui sont standardisés, vraiment, qui sont commercialisés par la boîte qui les emploie, ou en tout cas en indépendant, par le produit qu'ils ont choisi de vendre, en récitant un script. Donc ils récitent comme des robots un script qui est établi par l'institution qui les emploie, et finalement c'est du copywriting, quoi. Voilà, ils vous font une dérouille, hein, une page de vente en face de vous. Mais ils y connaissent rien en finance. Et typiquement, quand je vous le disais, la personne qui est venue chez moi pour me vendre le truc, le placement que j'ai fait pour mes gamins, qui est venue en Clio défoncé, typiquement, c'était ça. Elle n'avait aucune formation universitaire en finance, en quoi que ce soit, ou aucune formation autodidacte, comme moi j'ai pu le faire dans ce domaine-là, en tout cas, qui m'intéresse. Non, elle n'était pas passionnée du tout par la finance. Et en fait, vous vous en doutez, hein, le secteur de la finance, il attire de nombreux profils avec ses objectifs commerciaux, parce que ces postes-là, ils sont très très bien rémunérés grâce aux commissions de vente sur les produits, comme les assurances vie ou les placements financiers. Il y a des commissions. Il y a une enquête américaine d'ailleurs de Consumer Report de 2015 qui a montré que 68%, donc quasiment plus des 2/3 des conseillers financiers, quasiment 70%, ils reçoivent une compensation financière pour vendre ces produits spécifiques. Et ça crée un conflit d'intérêts qui est majeur, parce que la personne, elle ne vous conseille pas le meilleur placement pour vous, elle vous conseille surtout celui où elle sera le mieux rémunérée. Donc ça signifie que dans 70% des cas, ils peuvent prioriser leur propre rémunération plutôt que votre intérêt financier. Et c'est la même chose en France. Rien que dans votre agence bancaire, votre banquier, s'il vous fait ouvrir un PEL, une assurance vie, un PEA, il a une commission, il gagne quelque chose. Et des fois, ils ont des produits. Le produit du mois, une SICAV, un fonds indiciel, pas indiciel, mais un fonds maison, s'ils le vendent à leurs clients, ils prennent un petit billet. Donc voilà, bien entendu, dans ce podcast, je sais que vous savez faire la part des choses. Ce podcast, c'est pas un pamphlet contre absolument toute la profession.
peut-être juste contre 90%, parce que vu mon expérience, c'est quand même moche la stat. Mais voilà, pour de l'ingénierie patrimoniale, bien sûr que certains CGP sont très qualifiés et peuvent être d'une grande aide quand ils sont associés à votre avocat en droit des sociétés, à votre notaire. Mais voilà, malgré le fait que la gestion de patrimoine, quand elle est faite sérieusement, elle demande une expertise financière, une expertise fiscale profonde, et ça se reflète dans des études longues et spécialisées, il y a certains métiers de conseiller financier, vous l'avez vu, ils peuvent être accessibles après une formation hyper courte parce que voilà, c'est des gens qui ne sont pas qualifiés et qui répètent un script de vente comme des perroquets, comme des robots. Ce sont des commerciaux très bien payés. Et pour la blague, il y a pas mal de citations que j'aime bien, des grands pontes de la finance, de gens qui m'ont inspiré dans la finance, qui avaient déjà ces gens en ligne de mire depuis longtemps. Typiquement Warren Buffett qui dit « Wall Street est le seul endroit où les gens arrivent en Rolls-Royce pour demander des conseils à ceux qui prennent le métro. » Eh bien, figurez-vous que c'est exactement l'impression que j'ai eue plusieurs fois, où moi, j'avais créé ma richesse avec mon travail, avec mes investissements, avec mon sang, ma sueur, mes larmes, avec mes compétences. Et j'ai des gens qui venaient me conseiller qui n'avaient jamais investi, des théoriciens. Et en fait, je ne comprenais pas, mais c'était des commerciaux. Et pour Warren Buffett, le siège de Berkshire Hathaway, sa société, il est dans le Nebraska, il est à Omaha, c'est la ville où il est né. Et Warren Buffett n'a jamais fait grand cas de Wall Street. C'était pas son truc. Lui, il est toujours resté à l'écart de ça. Et ouais, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est ça. Les gens que j'ai rencontrés de mon expérience, ils n'ont jamais fait d'entreprise, jamais de patrimoine de leurs mains en investissant des euros qu'ils ont durement gagnés. Ils n'ont jamais pris de risque personnellement en finance ou en business. Et ils se retrouvent à nous conseiller comment investir notre argent. Et ça, en fait, Warren Buffett, il l'avait bien compris. En nous montrant que ce sont des parasites en fait qui tournent autour de la richesse des autres. Il a une autre phrase aussi qui dit « Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, elles ne vous disent rien sur l'avenir. » Et ça, j'insiste, c'est que même les CGP qui ont beaucoup de diplômes ne peuvent pas vous prédire l'avenir. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait en bourse sur le long terme. Sur des années, on sait que la bourse monte sur le long terme, mais sur le court terme, on n'en sait rien. Les crises, on ne peut pas les prédire. Si on pouvait les prédire, ça se serait, et il y en a beaucoup qui seraient riches, mais ce n'est pas le cas. Et je vous le montrerai tout à l'heure, chiffre à l'appui. Et donc Warren Buffett, lui, il considère vraiment que l'ensemble des intermédiaires qu'on peut avoir, des courtiers, ils bénéficient vraiment de la multiplication de ces échanges parce qu'ils prennent des frais toujours aux dépens des investisseurs. Donc, on aura le temps d'y revenir, mais tous les CGP qui vous prédisent l'avenir des marchés ou qui vous prédisent des rendements hypothétiques sur du court terme, ce sont des menteurs. Qu'on vous dise que la bourse, elle est susceptible de faire 10% par an sur des décennies parce qu'on se base sur le passé, mais on sait que les performances passées ne présagent pas des performances futures. On peut l'espérer. La bourse américaine et mondiale, la bourse américaine a toujours fait entre 9 et 10% sur le long terme, et la bourse mondiale plutôt entre 8 et 9%. Donc on peut espérer que ça fasse ça sur le long terme, mais sur le court terme, on ne peut pas le prédire, ce sont des menteurs. Ou alors à ces gens-là, demandez-leur leur track record, demandez-leur de vous montrer les performances passées des placements qui vendent, et regardez-les, comparez-les au marché. Et demandez-leur, s'ils n'ont pas su faire par le passé, comment ils pourraient savoir faire pour l'avenir. Parce que celui qui sait prédire l'avenir en bourse, comme dans Retour vers le futur, qui aurait l'almanach avec les résultats, il serait nécessairement très, très riche. On a une citation de John C. Bogle, c'est le fondateur de Vanguard Group. J'ai lu aussi un de ses livres les plus célèbres que j'ai beaucoup, beaucoup aimé sur l'investissement. Et John Bogle, il dit « The more the managers take, the less the investors make ». Plus les gestionnaires prennent, moins les investisseurs gagnent. Et encore une fois, c'est une belle critique des vendeurs de placements financiers. Et ça vient de la part d'un gestionnaire de placements financiers. John C. Bogle, c'est le fondateur de Vanguard Group. Et Vanguard, c'est d'ailleurs l'un des plus grands émetteurs d'ETF au monde. Donc une façon d'investir en bourse avec des frais très très faibles. Donc voilà, on est ensemble. John Bogle, toi-même tu sais, tu as le même combat que tonton. Enfin, c'est plutôt tonton a le même combat que toi. Donc voilà.
Et on a une dernière petite citation pour détendre l'atmosphère de Charlie Munger. Charlie Munger, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, qui était l'associé historique de Warren Buffett. Et Charlie Munger, il nous disait « Je pense que le monde de l'investissement est rempli de sorcellerie. Il est rempli de clients qui se font arnaquer, mais sans même s'en rendre compte, car c'est plus poli. » Donc voilà, tous ces frais qu'on vous vend, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas et pourtant ils vous plument. Et Charlie Munger, ça lui avait pas échappé. L'associé, malheureusement disparu de Warren Buffett, ne parle pas chinois non plus. Vous le voyez, lui aussi n'aimait pas beaucoup les CGP. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment ces gens-là arrivent à avoir notre confiance? Pourquoi les gens font confiance au CGP? Et en fait, je pense beaucoup, et c'est ce qui s'est passé pour moi, les gens font confiance à l'argument d'autorité. Conseiller bancaire, conseiller financier, assureur, professionnel de l'investissement immatriculé à l'ORIAS, diplôme de CIF, conseiller en investissement financier. Ça me fait toujours marrer ce diplôme parce que je pense toujours à autre chose. Et finalement, c'est qu'un diplôme. Et en fait, les gens, ils ont l'impression que cet argument d'autorité, que ce soit une profession ou un diplôme, c'est un gage de qualité. Mais quand on est dans le domaine, on sait que c'est de l'esbrouf. Aujourd'hui, je sais que c'est de l'esbrouf. Il y a des notaires, par exemple, qui sont complètement nuls. Et ils sont notaires, malgré le statut, malgré les études. Alors que pour les gens du quotidien, c'est une profession très respectée et on n'oserait jamais, dans l'inconscient collectif, jamais contredire un notaire. C'est une figure d'autorité. Et ben c'est pareil pour ces conseillers. Je compte plus le nombre de banquiers qui sont absolument pas compétents en termes de placement financier. Et pourtant, les gens les écoutent. Et cet argument, il est parfois si fort que pour certains coachés qu'on a eus, par exemple à l'époque où on faisait J'irai investir chez vous, ils sont convaincus qu'ils ont fait des mauvais placements avec un CGP, mais ils n'arrivent pas à prendre leur téléphone pour annuler parce qu'ils ont peur de se faire retourner le cerveau, parce que c'est des commerciaux en face. Et ils en rajoutent en utilisant du jargon compliqué, ils vous rendent l'investissement et la finance compliqués pour que vous ayez ce sentiment que vous n'avez pas d'autre recours que vous en remettre à eux et de leur faire confiance. Et typiquement, il n'y a pas si longtemps, en soirée, j'ai revu un pote que j'avais pas revu depuis longtemps et il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit aujourd'hui que j'étais marchand de biens, que j'étais créateur de contenu, que la création de contenu prenait de plus en plus de place et que je faisais de la formation aussi dans des domaines qui m'étaient chers, dans des domaines où j'avais réussi comme l'immobilier, le marchand de biens et la bourse. Et j'avoue que j'ai vu dans son regard, quand je lui ai parlé de bourse, je sentais qu'il se méfiait parce que j'étais autodidacte. Donc, on en a parlé. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est moi qui suis le plus légitime. Mec, j'ai fait un portefeuille à 7 chiffres en partant de zéro il y a 15 ans. J'ai appris moi-même par mécanisme d'essai-erreur. Donc, j'enseigne pas j'enseigne ce que j'ai su faire finalement. Je partage ce que j'ai fait. Tout simplement, c'est du partage d'expérience. Donc, il était rassuré. Mais finalement, on peut se poser la même question pour la santé. En qui est-ce que vous auriez le plus confiance pour votre santé? Est-ce que c'est un coach de CrossFit, pour le sport, je parle, un coach de CrossFit qui a 40 ans, qui est en super santé, qui a les abdos et qui respire la santé sur son visage, ou dans un médecin qui va vous faire un plan alimentaire et le médecin, il a un gros bide et il fume? Vous allez croire plus qui? Le théoricien qui a des diplômes, donc le docteur dans notre cas, c'est caricatural à mon exemple, ou l'autodidacte en termes de nourriture, puisque le coach de CrossFit, c'est un coach sportif, mais l'autodidacte qui va vous faire un plan alimentaire, mais qui vit le truc et qui l'expérimente sur lui depuis des années, parce qu'il a de l'expérience, il a 40 ans. Moi, je sais en qui je ferais confiance, entre nous. Là, c'est la même chose. Ne faites pas juste confiance au diplôme, mais renseignez-vous sur les gens et sur la façon dont ils ont fait leur argent. Et ça, c'est hyper important. Et un jour, j'ai eu contact avec un assureur parce que je voulais refaire assurer la boîte en marchand de biens. Et quand je lui ai parlé des différentes sociétés qu'on avait, il m'a demandé si j'avais d'autres sociétés. Je lui ai dit oui, on a des sociétés de consulting, dans le développement personnel, dans la PNL. J'ai une société où je fais des podcasts et où je vends des formations en ligne aussi. Et là, il m'a testé. Il me dit, mais vous vendez, vous faites du conseil en investissement financier. Est-ce que vous avez un numéro à l'ORIAS? Alors là, je lui ai répondu. Parce que j'ai vu qu'il me testait, puisque lui aussi, je pense qu'il vendait des assurances-vie et il se sentait en concurrence face à quelqu'un qui vend une formation à 200 balles
pour rendre, à l'époque en plus c'était l'ancienne, à 139 €, pour rendre leur souveraineté aux gens et leur faire dire, mais en fait vous n'avez pas besoin de ce gars parce qu'il va vous arnaquer, il va vous vendre des produits dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez reprendre votre destin financier en main. Et je lui avais dit, mais moi je ne fais pas de conseil en investissement, hein. Je ne conseille jamais de produits financiers en particulier. Je ne conseille pas d'ETF, je n'ai pas de part dans les ETF. Moi, je donne une méthode d'investissement, je donne de la pédagogie. Et en fait, j'apprends aux gens les méthodes pour gérer leur argent et j'apprends aux gens toutes les clés pour choisir leur support eux-mêmes. Donc en fait, ils savent faire après. Je vulgarise, j'explique simplement les choses et je lui dis, finalement, moi, je rends leur souveraineté aux investisseurs. Il me dit, d'accord. Et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter une petite punchline quand même à la fin, où je lui ai dit, et puis en plus de ça, je suis bien meilleur que n'importe quel CGP qui se serait formé en 3 mois, là, que les commerciaux, parce que moi, j'ai vraiment fait mon argent par moi-même, que ce soit avec l'entrepreneuriat, avec la bourse ou avec l'IMO. Donc, quand je partage des choses sur ce sujet-là, je sais ce que je partage parce que je l'ai vraiment vécu. Je suis un self-made millionnaire. Bim! Punchline! Ah, j'avais pas pu m'empêcher. Mais j'avoue, en plus, j'en ai même rajouté un peu. Je crois que j'étais d'humeur rap à l'époque parce que je lui avais dit, je vais même rajouter, moi, en fait, j'apprends à investir aux gens avec des ETF, majoritairement sur leur PEA. C'est quand même pas de la physique nucléaire. Parole d'ingénieur en physique nucléaire. Moi, j'abuse parce que j'avais envie de rire ce jour-là. Et j'abuse parce qu'en plus, je suis ingénieur en génie physique. Je ne suis pas ingénieur en physique nucléaire, ce qui n'est pas du tout pareil. Mais ça sonnait bien, en fait. Donc, j'avoue que c'était pour la beauté de la punchline. Mais c'était drôle. Donc, voilà. Mais blague à part, en tout cas, je sentais que ça l'avait vexé de se dire, en fait, ce gars, il est en train de scier la branche sur laquelle je suis assis. S'il redonne leur souveraineté aux gens, en fait, il nous sabote le métier, quoi. Bon, je déconne avec quand je flex avec le diplôme, mais c'est marrant, on peut faire une parenthèse parce que malheureusement, c'est parfois un argument d'autorité qui calme tout le monde dans certaines situations. Même si aujourd'hui, mon diplôme d'ingénieur en génie physique, il ne me sert à rien dans la vraie vie, j'ai vu que j'étais toujours pris au sérieux quand je rencontre une nouvelle banque pour du financement en marchand de biens. Quand je commence à parler du marchand, il m'écoute. Et je vois souvent les regards qui changent quand je dis que de formation, je suis ingénieur en génie physique. Alors que c'est un gage de rien du tout. C'est un gage de que dalle. Mais encore une fois, il y a cet argument d'autorité qui fait foi dans certaines situations. Alors, j'ai eu le diplôme, donc j'en profite. Mais c'est pour dire que moi, je le vois avec mon diplôme quand il fait argument d'autorité. Alors, c'est pour ça que des CGP, ils arrivent à nous avoir avec le diplôme parfois et qu'on ne creuse pas sur savoir est-ce qu'ils sont vraiment riches, comment ils ont fait leur argent et est-ce qu'ils vivent vraiment les choses qu'ils conseillent. Parce qu'au final, je pense que c'est pour ça que la parenthèse indépendance, elle a autant de succès et surtout d'aussi bons résultats auprès de nos participants. C'est parce que on prend leur vie dans leur globalité, avec en premier lieu le sens qu'ils mettent sur leurs investissements grâce à la PNL, et par la suite, on leur partage des méthodes pour investir, et ce qu'on partage, c'est celles qui ont fait notre réussite, c'est celles qu'on a vécues. En fait, on leur partage ce qu'on vit. Donc c'est pour ça que c'est impactant. On partage vraiment notre vécu, les choses qui ont marché pour nous. Donc, maintenant qu'on a vu pourquoi on les écoutait, pourquoi on ne devrait pas les écouter, hein ? Je vais vous expliquer ça. La première chose, c'est que ces gens ne prédisent pas l'avenir. Ils ne prédisent pas ce que va faire le marché. Et ça, c'est valable même pour les plus diplômés. Parce que s'ils le faisaient, ils seraient extrêmement riches. Si on pouvait prédire l'avenir en bourse, on ferait du trading sur tout son patrimoine, hein. On achèterait quand c'est bas, on vendrait quand c'est haut, on attendrait que ça rebaisse. Ça serait trop facile. Et surtout, quand vous leur demandez leur historique à ces gens-là, hein, ce qu'on appelle leur track record, vous vous rendez compte que ces gens ne battent jamais le marché. Donc, ils vont vous dire, vous allez voir, on va faire mieux qu'un ETF. Attendez, montrez-moi ce que vous avez fait ces 10 dernières années. Ils ne battent pas le marché. Et chaque année, il y a Standard & Poor's qui réalise une étude qui s'appelle l'étude SPIVA. C'est S&P, un Standard & Poor's, indice versus active, donc les indices contre la gestion active. La gestion que vous vendent ces conseillers en gestion de patrimoine. Et bien, figurez-vous que c'est une étude américaine, hein, mais c'est pareil en France. Sur 10 ans, 90% des fonds américains ne battent pas leur indice de référence, ils ne battent pas le marché. Donc, ça veut dire que ces gens-là, les meilleurs MBA du monde, hein, les meilleurs
financiers, ils sont incapables de battre le marché pour les meilleurs plus de 3 ans de suite. Donc votre CGP du coin qui vous vend une assurance vie bidon, vous doutez bien qu'il ne risque pas de faire mieux. Donc avec ces gens-là, avec ces conseillers, la performance du marché, vous êtes déjà sûr à 90% que vous ne la ferez pas. Mais par contre, ce dont vous êtes sûr, en revanche, c'est que vous allez payer des frais et vous allez en payer beaucoup. Parce que pour certaines assurances vie de grandes compagnies, je vous le disais, c'est des frais d'entrée de l'ordre de 2 à 5% et des frais de gestion de 1 à 2% par an. Et c'est colossal. Je vous rappelle qu'une assurance vie en ligne, avec souvent d'ailleurs le même assureur derrière le contrat, c'est souvent... sur Boursorama, c'est Generali. Sur Fortuneo, c'est Suravenir. Donc, parfois, c'est le même assureur derrière le contrat. C'est 0% de frais d'entrée et 0,6% de frais de gestion annuels. Mais voilà, et pour certaines assurances vie, comme nos deux amis là, du voyage entre investisseurs, les deux Zozo, c'est carrément des systèmes de MLM. Et c'est des arnaques à grande échelle, mais légales. Je vous le disais, la plupart, ils ont des formations extrêmement rapides, des formations uniquement commerciales. J'en parlais tout à l'heure. C'est quelques semaines et c'est souvent du retournage de cerveau en mode MLM. Moi, j'ai vu des images de leurs séminaires. C'est des séminaires à l'américaine où tout le monde tape dans les mains, avec des niveaux à débloquer, des cadeaux à gagner, des voyages. Et c'est ce qui fait que certains, ils sont complètement matrixés, comme ces deux personnes dont je parle. Je pense que c'est ça. Ils se retrouvent à arnaquer carrément leurs proches, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est le réseau qui est proche de vous. Et ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils se sont fait laver le cerveau. Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai fini par le comprendre. Quand ils parlent de leurs produits, ils sont sincères. Ils croient vraiment que ça fonctionne. Ils croient vraiment à ce qu'ils vendent parce qu'ils se sont fait retourner le cerveau. Et spoiler alerte, ça finit très mal. Et pour eux, ça a très mal fini. Les deux en question, ils ont été bannis des voyages et ils sont passés à 2 doigts de se prendre une action collective de la plupart des investisseurs. Donc voilà. Et la dernière raison pour laquelle il ne faut pas écouter ces gens, c'est que parfois, il ne faut pas chercher du vice là où la bêtise, elle peut expliquer tout simplement les choses. Et je vous le disais, vous avez le plus souvent affaire à des commerciaux qui ne comprennent rien à ce qu'ils vendent et qui récitent un argumentaire de vente, ne comprennent juste pas ce qu'ils vous vendent. Et pour vous donner un exemple, j'ai longuement discuté avec le successeur de la personne qui m'avait vendu ce placement sur 10 ans, là, bloqué pour mes enfants. Et ça va me rapporter du 5% annuel, alors que moi, je leur ai rapporté bien plus, rien qu'en frais sur le placement. Je lui en ai parlé à la personne, il y a plus de 5% de frais par an. Et il m'a dit, texto, oui, c'est sûr, vous avez tout calculé, vous avez tout calculé, mais il y a des gens à qui ça va. Voilà son argument. Il y a des gens à qui ça va. Ceux qui calculent pas, ceux qui sont ignorants parce qu'ils n'ont pas mis assez le nez dedans, voilà, on s'en fout, on les plume, quoi. Ah, je vous avais dit, tonton en colère. Donc voilà, il y en a pour qui ça passe. Donc si ça, c'est pas une honte, donc voilà pourquoi vous ne devez pas écouter ces gens. Alors comment on fait, du coup, pour se libérer des conseillers ? Comment on fait ? On ne compte que sur nous. Vous pouvez vous en libérer en ne comptant que sur vous. Parce que vous avez le pouvoir et parce que c'est pas si difficile que ça de prendre son destin financier en main. J'ai lu énormément de livres sur l'investissement. J'ai lu John Bogle, le PDG de Vanguard. J'ai lu Benjamin Graham, qui est un des vraiment précurseurs, le mentor de Warren Buffett. J'ai lu bien sûr mon idole, le plus grand investisseur de tous les temps, Warren Buffett. J'ai lu James Montier, un livre qui est très très intéressant sur le comportement de l'investisseur. J'ai lu bien sûr Ray Dalio, qui est aussi un investisseur de très très grand renom. J'ai lu aussi un de mes autres mentors, Harry Browne, qui a écrit ce livre qui est derrière moi, How I Found Freedom in an Unfree World, et aussi Fail Safe Investing, un livre sur le permanent portfolio. Et d'ailleurs, c'est Ray Dalio qui a créé et popularisé le permanent portfolio. Et j'en ai lu bien d'autres. Et en fait, quand on lit ces experts-là, c'est tous des gens avec des cheveux gris. Et pour certains, ils sont décédés. Mais pour eux, la gestion indicielle, comme ce qu'on peut faire avec des ETF, c'est la meilleure façon d'investir en bourse pour un particulier. Et ça, c'est à votre portée. Et je vous le disais, j'ai lu tout ce que tout le monde n'a pas envie de lire, et c'est bien légitime. Mais en fait, si vous ne lisez pas, ou si vous ne vous formez pas, dès que vous faites confiance à quelqu'un, il va vous plumer. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point il vous plume.
Ils nourrissent pour vous l'espoir de battre le marché, ce qui est impossible, on l'a vu. Et c'est encore plus impossible une fois que c'est impacté de leurs lourds frais. Ou alors parfois, ils vont surfer sur votre besoin de sécurité pour vous vendre des placements qui rapportent rien, mais par contre qui seront chargés de frais. Et eux, vous inquiétez pas qu'ils font des ETF de leur côté. Et bien sûr, ces conseillers financiers compliquent tout pour vous vendre leurs produits. Le jargon compliqué, toutes ces choses-là, c'est de la suffisance pour vous faire croire qu'investir, c'est compliqué et pour continuer de vous plumer encore et toujours. Parce qu'ils ne feront pas mieux que vous, parce qu'ils n'en savent pas mieux que vous. Et on l'a vu, les études le prouvent. Et pourtant, il y a des gens dans ce métier qui se servent de votre ignorance et qui vous font payer pour leurs conseils. Et vous déchargez le cerveau sur eux, ça vous coûte cher, mais bien plus cher que vous le pensez, parce que d'une part, ce sont de mauvais conseils, parce qu'on l'a vu, on l'a répété suffisamment, les gestionnaires ne battent pas le marché. Et d'autre part, c'est un conseil que vous payez extrêmement cher. Les frais, ils se composent comme les intérêts composés. Et leur part, elle augmente aussi de façon exponentielle chaque année. Et en fait, un CGP, il pourrait peut-être vous expliquer en une seule formation, tout vous expliquer en une seule formation, comme je le fais dans Bourse Exponentielle, par exemple. Et ils ne le font pas. Et pourquoi ils ne le font pas ? Parce que leur but, c'est pas de vous prendre de l'argent une seule fois pour vous donner du contenu pédagogique qui vous apprendra à le faire tout seul. Leur but, c'est de vous asservir et de manger sur votre dos pendant des années et des années et des années. En fait, vous leur prêtez votre argent pour qu'ils se gavent et après, ils vous donnent des miettes de rendement. Et ils peuvent vous prendre comme ça des frais tout le temps, toute l'année, tous les ans. Des frais d'entrée à chaque versement, des frais annuels à 2%. Ben voyons, on y va, c'est open bar. Et tout ça, à la fin, pour faire moins bien qu'un simple ETF. Et c'est là où ça me révolte, c'est que pour moi, c'est pour ça que j'en plaisante, mais ça m'énerve vraiment. C'est un véritable scandale. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, les frais, ils se composent. 5% de frais d'entrée, 2% de frais de gestion, de 2% chaque année. Et à la fin, on atteint des sommes qui sont vraiment colossales. Et il y a même une étude de Morningstar qui compare deux portefeuilles d'investissement qui feraient la même performance, mais pour l'un, il y aurait des frais de 2% et pour l'autre, des frais de 0,25%, comme pour un simple ETF. Eh bien, figurez-vous que sur 30 ans, la différence, le manque à gagner, il est de 40%. 40%. C'est presque du simple au double. Autrement dit, sur un investissement de 100 000 euros, vous pourriez perdre jusqu'à plus de 250 000 euros de gains potentiels uniquement à cause des frais. Voilà pourquoi c'est aussi important. Et donc, selon moi, quand je vous montre ces chiffres-là, en fait, c'est un véritable scandale financier. Et John Bogle le dit, James Montier le dit, Warren Buffett le dit, c'est un scandale financier. En fait, ces gens-là, pour les moins scrupuleux, c'est des parasites et ils vivent sur votre dos. Et finalement, si c'était qu'une question d'argent, mais l'argent, c'est de la liberté. En fait, ces gens-là, finalement, c'est des vampires qui se nourrissent de votre liberté. Alors, je suis désolé, les amis CGP, je vous ai un peu rhabillé pour l'hiver, mais de toute façon, les bons professionnels, vous vous reconnaîtrez pas dans ce que j'ai décrit et vous savez que je ne parle pas de vous. Mais les autres, où vous vous êtes reconnus, vous savez que je parle de vous, je vous vois. Donc, comment se libérer des conseillers ? Tout d'abord, méfiez-vous de ceux qui prédisent l'avenir. Vous avez compris que c'est impossible. Regardez aussi qui vous parle. Demandez comment la personne elle a fait son argent et est-ce que la personne elle est cohérente. Est-ce qu'elle est cohérente par rapport au discours qu'elle tient ? Regardez pas ce qu'elle dit, regardez sa vie, regardez ce qu'elle fait. Et finalement, ne faites confiance qu'à vous-même. Voilà. Ne les écoutez pas et formez-vous. Donc avec moi, la formation est en promo toute la semaine, je vous rappelle, Bourse Exponentielle, mais blague à part, avec des livres, avec des vidéos, cultivez votre culture financière. L'argent que vous avez durement gagné dans votre travail, vous devez comprendre ce que vous en faites. Et ne faites pas confiance à des gens qui en savent moins que vous. Et aujourd'hui, on a des outils fantastiques. On a des banques en ligne, sans frais. On a des enveloppes fiscales avantageuses. On a des ETF. On a des téléphones pour passer des ordres. On a toutes les cartes en main. On a chacun nos combats. Vous le savez, depuis le temps, vous avez compris que celui-ci, c'est le mien. Rendre leur souveraineté aux investisseurs. Parce que c'est à votre portée. Et croyez-moi, vous pouvez le faire. Je vous retrouve ici dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.